Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de À Point en direct sur Twitter, sur LinkedIn et sur YouTube. Un nouveau numéro qu'on fait assez régulièrement. Alors en général, je suis avec mon ami Arnaud Toiti, mais qui a malheureusement eu un petit pépin de santé. Heureusement, rien de grave, qui fait exceptionnellement, j'animerai l'émission tout seul. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Zawi. Salut Grégory, comment vas-tu? Bonsoir, merci, ça va bien, merci de me recevoir. Écoute, c'est un plaisir. Alors, on a l'habitude dans À Point de recevoir des entrepreneurs, des personnalités des médias, des personnes qui font l'actualité ou qui l'ont faite. Et c'est vrai que tu as fait l'actualité et tu l'as refait de temps en temps, encore récemment. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Et j'espère que tu vas bien. Ça va. Alors, on va passer une petite heure et demie ensemble. On va découper un petit peu l'interview en deux parties. D'abord, on va parler évidemment du passé, mais on va surtout parler du présent et de l'avenir. Mais avant toute chose, on va commencer d'abord par une présentation un peu particulière que j'aime faire avec mes invités. J'appelle ça une anti-présentation. Si tu devais mourir demain, comment est-ce que tu aimerais qu'on te présente? Un petit peu comme si tu devais rédiger ton oraison funèbre. Et qu'est-ce que tu aimerais finalement qu'on retienne de toi à 53 ans, je crois. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est marrant, il n'y a pas longtemps, j'écoutais la chanson de Natacha Saint-Pierre, écrite par Pascal Obispo, Si on devait mourir demain. Ah oui, ben voilà, c'est un Ouais, signe. ouais, ouais, j'espère. Non, mais de l'interview. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? Oh là là. Oh. Franchement, c'est très compliqué à répondre. Ouais, c'est vrai que c'est un exercice difficile, mais c'est vrai qu'on a l'habitude soit de te présenter, soit au contraire de te demander de te présenter de façon classique. Et en fait, je me dis le mieux, c'est comment tu aimerais que les autres te présentent quand tu seras plus là. D'où l'intérêt de la question. Alors, parmi les différentes choses que tu as faites, des choses bonnes, des choses un peu moins bonnes, on y reviendra évidemment. Euh, quel genre d'homme tu voudrais qu'on retienne? Par exemple, pour donner un exemple, il y a 2 semaines, Stéphane Boucrist nous a dit: j'aimerais qu'on retienne l'idée d'un homme qui a tout fait pour réaliser ses rêves. Tu vois, pour donner un exemple, tu vois. Euh, et toi, quel genre d'homme t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Que j'aimais l'excellence dans tous les domaines. Ouais, et c'est vrai que tu l'as montré. Je sais pas, mais c'est prétentieux de le dire soi-même, mais Ouais, ouais, si je devais dire, ouais, je pense que ça serait ça. Il aimait l'excellence dans tous les domaines. ok, ok, intéressant. Alors, moi, j'ai préparé quelques questions pour toi, des questions plutôt qui vont être descriptives, d'autres qui vont être un peu plus dans l'analyse de ce que tu as fait, de ce que tu fais, de ce que tu penses, de tes combats aujourd'hui. Et ça, c'est des choses que j'ai un peu regardées là, ces dernières heures. Alors, j'ai peut-être oublié des choses. Il y aura peut-être aussi des choses qui ne seront pas corrects. Donc, je t'invite à tout moment, évidemment, à me corriger. On sait que sur Internet, il y a beaucoup de sources et que parfois, il est compliqué de démêler le vrai du faux. Donc, vraiment, n'hésite pas. Le but, c'est d'essayer d'être le plus précis possible sur ce que tu as fait, ce que tu penses et ce que tu aimes faire. Mais avant toute chose, il y a peut-être une personne parmi les personnes qui vont nous regarder, qui ne connaît pas l'histoire pour laquelle tu t'es fait connaître. Et donc, on va y revenir très rapidement. Tu es présenté comme le cerveau de l'arnaque du siècle, pour reprendre le titre d'un certain nombre d'articles. Est-ce que tu peux très rapidement, comme tu l'as déjà sans doute fait plein de fois, mais je pense que c'est important pour poser les bases, nous rappeler comment tu as eu l'idée de cette fraude fiscale à la taxe carbone? Comment tu l'as... Peut-être, allez, on va y aller par itération. Déjà, comment tu as eu cette idée? Déjà, le terme cerveau, c'est quelque chose d'assez fort. Et pour certains, qui peut paraître assez même prétentieux. Moi, je me suis jamais auto-proclamé quoi que ce soit, cerveau ou quelque chose d'aussi pompeux. Ouais, C'est mais très simple. vite, réfuter ça, ce serait mentir. Donc, Non, mais non, non, mais je vais te répondre en toute honnêteté. Comment c'est venu? Je connais la genèse de ce mot.
me qualifiant, c'est que lors de mon premier procès, où j'ai été condamné le 13 septembre 2017 par, de mémoire, je crois que c'était la 11e chambre à Paris, correctionnelle, ou 30e, je ne sais plus. Bon, bref, hein, ce n'est pas très important. C'est, dans le jugement, c'est marqué Grégory Zaoui est l'ingénieur concepteur de la fraude à la TVA sur les quotas carbone. Donc, à partir de ces termes-là, ingénieur, concepteur, ça a été, bon, les journalistes ont eu accès à ça, et ils ont repris le terme en simplifiant, en disant le cerveau. C'est parti de là, tout simplement. C'est les C'est marrant magistrats. le terme ingénieur-concepteur qui n'est pas un terme juridique. On est limite dans un rôle dans un film, quoi, ou dans une entreprise, on a l'ingénieur, le concepteur. C'est drôle ce qualificatif. Bah, écoutez, c'est le magistrat, enfin, c'est 3 magistrats, parce que c'est un tribunal, c'est écrit dans le jugement à la page, je ne sais plus, parce que je l'ai même. On te croit, mais c'est quand même c'est particulier comme qualificatif. Et donc, Voilà. comment tu as eu l'idée de Alors, comment en fait, l'idée, comment elle m'est venue, c'est par rapport à une expérience sur la fraude à la TVA intracommunautaire. L'espace économique européen, il a ouvert le 1er janvier 1994. Ça va bientôt faire 31 ans. Et moi, j'avais flairé il y a 30 ans maintenant, plus de 30 ans maintenant, euh, les trous dans la raquette, on va dire. C'est-à-dire que j'avais compris, enfin, je m'étais intéressé au système. Bon, à l'époque, il y avait 12 pays européens. On n'était pas 27 comme aujourd'hui. Et le principe, c'était de pouvoir, lorsqu'on est une société française, de pouvoir acheter des biens matériels dans un endroit, dans un pays des 11 autres pays, et avec son numéro de TVA, qui devait commencer pour une société française par FR, on pouvait aller acheter en Italie, en Espagne, en Allemagne des biens, sans avoir à payer la TVA, et puis il y avait la libre circulation de ces marchandises. Donc on allait, on fournissait notre numéro de TVA, on achetait des marchandises, on les ramenait en France librement, puisqu'il n'y avait plus de frontières, plus de douane. On les vendait, et à partir de là, c'est là où ça devient de la fraude fiscale. Si on décide de les vendre, la TVA est applicable si on la vend à un Français, et la TVA, si on décide de ne pas la reverser, c'est une fraude fiscale. Donc voilà, moi j'ai commencé assez tôt dans le domaine, à ce moment-là, ouais, c'était la téléphonie mobile. C'était un marché exponentiel, puisque c'était un marché d'équipement, c'est-à-dire c'est les premiers GSM. C'est là où les gens faisaient l'acquisition de leur premier téléphone mobile, avec les réseaux GSM qui commençaient à s'installer un peu partout. Donc il y avait une demande énorme, énorme. Il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres. Oui, parce Et qu'aujourd'hui, on est sur un marché de renouvellement, alors qu'avant, on ouais, partait de bon, rien, quoi. Donc, bien il y sûr, avait. on vendait à l'iPhone Ouais, 16, 17 dans quelques mois. ouais. Il y a eu entre-temps, bon, et l'iPhone est apparu en 2007 de mémoire. Avant l'iPhone, il y avait eu Nokia, Ericsson, Motorola, Ouais, je me Samsung. rappelle. Voilà. J'ai vendu ces téléphones chez Orange à l'époque. Donc, Voilà. je me Donc rappelle les tout Blackberry et ça tout fait ça. que moi, je me suis toujours placé dans des marchés où la demande était toujours plus importante que l'offre. Ok, Donc, il donc, se fait. donc tu testes le principe de la fraude à la TVA, donc avec la téléphonie mobile, et finalement tu décides en 2008, je crois, de le faire et de l'appliquer au quota carbone, qui là aussi est un marché qui est nouveau. Non, Euh, c'est pas que je décide, c'est que en 2004, ce que j'ai fait dans la téléphonie mobile, à un moment, ça m'a ramené à la réalité, c'est que j'ai été condamné. J'ai été condamné à une peine de prison de 3 ans ferme pour de la fraude fiscale. C'est important de le dire, hein, ce n'était pas l'escroquerie, hein, c'était qualifié en fraude fiscale, on va y en revenir, parce omission. qu'il y a, finalement, avec le quota carbone, ce ne sera pas Non, cette ça ne sera condamnation, pas ce qualifié. Non, non, ça ne sera sera un pas autre, mais on y reviendra. Ouais, pourquoi, ouais. Donc je suis incarcéré, on est en octobre 2004. Je prends une peine de 3 ans ferme. Je suis incarcéré immédiatement à la prison de Fleury-Mérogis.
Ah oui, OK. Et là, il y a un gars en prison qui te parle à fond d'énergie renouvelable, c'est ça? Alors là pendant que je suis en. Ils me mettent dans. Parce qu'on était deux en cellule, et ils essayent en prison en général de mettre les gens qui ont sensiblement le même profil, ou voilà. Enfin, donc je tombe sur un monsieur qui était plus âgé que moi. Euh, un monsieur qui était là, qui avait foutu le feu à sa boîte. Euh, Pas pour Pour brûler des gens, l'assurance. mais pour foutre en l'air la comptabilité, faire disparaître pas mal de pièces comptables. Euh, donc il se retrouve en détention, et il était, lui, dans le domaine de l'installation des panneaux solaires. Il était installé dans le sud de la France, parce qu'à l'époque, les panneaux photovoltaïques, ils ne fonctionnaient que dans le sud. Il fallait beaucoup de soleil. Donc aujourd'hui, ça s'est aussi drôlement développé. Et je suis resté un mois et demi en détention, parce que j'ai fait appel, et j'ai fait une demande de mise en liberté qui m'avait été accordée. Et j'ai passé un mois et demi avec ce monsieur, et pendant tout ce mois et demi, il me disait, écoute, Grégory, tu devrais vraiment arrêter ce que tu fais, la téléphonie mobile, tout ça. L'avenir, c'est dans l'écologie. Et il me parlait de tout ce qui pouvait exister à ce moment-là, en 2004, il y a 20 ans, dans l'écologie, c'est-à-dire l'installation de panneaux solaires, des pompes à chaleur, la géothermie. Il me parlait beaucoup de géothermie aussi. Euh, il m'a tout, vraiment, du matin au soir, il parlait que de ça. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu le film Forrest Gump. Vous vous rappelez de Booba, quand il expliquait, Booba, pas le rappeur, hein, Ouais, Booba, ouais. le copain On de parle de Forrest crevettes Gump, tout le temps, il expliquait à Forrest Gump plusieurs recettes de la crevette, de l'état là d'où il venait. Et Booba, et comment il s'appelle? Et Forrest Gump l'écoutait. Donc, si vous voulez, ce monsieur-là, je vous dis son nom, il s'appelait Gérard Landrieux. Il a été pour moi ce que Booba a été à la crevette pour Forrest Gump. Donc, quand je suis sorti de détention en décembre 2004, on était, bon, j'ai laissé passer quelques semaines, le temps de me remettre de tout ça, et j'ai commencé à m'intéresser à ça, à ce marché. J'ai créé une société dans le sud de la France, et j'ai commencé à prendre des commerciaux à installer des panneaux solaires. Et j'ai fait pas mal de salons dédiés au marché de l'écologie. Et un jour, je tombe, il y avait un exposant qui était, je crois, à l'époque, Power Next, qui était l'ancêtre de la bourse Blue. Enfin, Power Next existe toujours. Et je découvre ce fameux marché de quotas carbone, le fonctionnement de ces quotas, que chaque usine polluante à travers l'Europe, elle a un nombre de quotas à ne pas dépasser annuellement, et que si jamais elle les dépasse, elle doit acheter sur des marchés soit en gré à gré avec d'autres usines qui ne les ont pas, eux, utilisés, ou bien passer par des bourses, cette fameuse bourse qui me fait découvrir ce marché. Et à partir de là, on m'explique que c'est un transfert de quotas, c'est immatériel. Vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure, des téléphones matériels, c'est complètement immatériel. On transfère des quotas carbone à la vitesse de l'envoi d'un message WhatsApp, et on est payé, on vend ça via la plateforme. Il y a de l'autre côté, il y a des acheteurs, et là-dessus, il y a la TVA qui est applicable. C'est-à-dire, si vous achetez, vous vendez des quotas carbone en France, vous appliquez la TVA française. Si vous les vendez via une société allemande en Allemagne, vous appliquez la TVA allemande. Et là, mon cerveau, il fait tilt. et donc ça veut dire que entre la téléphonie et ce salon, tu travailles de façon tout à fait légale Oui, en faisant, oui, de l'installation de panneaux solaires. l'installation. Mais là, si vous voulez, quand je découvre qu'il y a de la TVA là-dessus, et que, enfin, tout le mécanisme, comment on est payé, que c'est la Caisse des dépôts qui est au milieu, qui fait la Là, c'est la contrepartie. fraude qui te rattrape, quoi. Bah là, voilà, exactement. Là, je reviens à mes premiers amours, on va dire. Mes Et premiers alors, démons. donc, alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille. Comment tu constates concrètement, tu t'entoures de personnes pour faire. Parce que tu le fais pas tout seul. Il va y avoir plein de boîtes qui vont se monter. Est-ce Non, que tu es alors, organisé? non, je t'explique. Ouais. Déjà, ce qui est important d'expliquer aux gens, c'est pourquoi je suis passé de la téléphonie mobile à l'électronique à ça. Parce que dans la téléphonie mobile, quand même, même s'il y avait de la fraude à la TVA, c'était énormément de travail et énormément de risques financiers. Pourquoi? Parce que d'abord, et puis c'était long surtout. C'est-à-dire au moment où on achetait des téléphones, moi j'ai travaillé beaucoup avec la Scandinavie, j'étais installé au Danemark. Au moment où on achète des téléphones, et on achetait des téléphones en Grande-Bretagne, lorsqu'on achète des téléphones, on est obligé de les payer d'avance. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'on a un fournisseur qui ne va pas partir avec l'argent.
Et à l'époque, c'était des sommes conséquentes. On était Alors que sur là, des c'est sommes l'État qui te paye, donc tu as pas de risque et tout. en millions. Attends, laisse-moi le dire. En millions de francs, on payait d'avance. Il y a le délai de transport qui mettait entre 24 et 48 heures. On avait des fois des vols dans le transport. Et quand après on devait vendre, on avait la même problématique. On devait être sûr qu'on avait un client qui allait nous payer et les délais bancaires et tout ça. Là, si vous voulez, toute cette problématique-là n'existe pas, n'existe plus, puisqu'on a en face de nous un seul fournisseur. On achète à la Caisse des dépôts et quand on vend, c'est la Caisse des dépôts qui nous rachète et qui nous, en plus, nous rajoute la TVA. Et bon, ça encore, c'est un autre problème où ils ont merdé, c'est qu'on arrive à se faire payer, écoutez bien, hein, en plusieurs millions d'euros, c'était des très gros montants. Hein. On se fait payer des quotas carbone avec une facture française, avec de la TVA française, payée sur des comptes chinois. La Chine est un pays qui n'était même pas signataire du protocole de Kyoto. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Limite, Et c'était trop facile, en fait. non, mais pas tant que ça, pas tant que ça. Maintenant, tu m'as posé la question, est-ce que j'étais seul Non, en aux fait, ma commandes, question oui. plutôt pour la reformuler, c'est, comment tu t'entoures? À qui t'en parles? Est-ce que ça se fait de façon c'est les gens qui viennent te voir ou c'est toi qui vas chercher des gens? Comment ça passe de une idée qui vient d'un gars dans un salon, aussi brillant soit-il, et devient à terme quelque chose où on sait qu'il va y avoir des dizaines ou des centaines d'entreprises qui vont finalement faire la même chose et à la fin, on obtiendra une escroquerie en bande organisée pour reprendre la qualification. Alors, moi, de toute façon, voilà, pour essayer de répondre le plus succinctement, enfin, le mieux possible, plus synthétiquement possible, j'ai fait 3 erreurs fatales. La première, c'est l'avoir fait. Il fallait pas le faire. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est d'avoir divulgué à 2 personnes. Sur ces 2 personnes-là, il y avait une des 2 qui était un membre de ma famille auquel j'avais une grande confiance. Et c'est ces 2 personnes-là qui l'ont divulgué à d'autres, qui l'ont divulgué à d'autres, qui l'ont divulgué à d'autres. Et après, ça fait un effet boule de neige qui m'échappait complètement. Et la troisième erreur que j'ai faite, c'est d'avoir sous-estimé la réaction des pouvoirs publics et de l'État. Parce que pour moi, comme tu l'as très justement dit tout à l'heure, ouais, c'était super simple. La Caisse des dépôts, qui est une banque d'État qui nous paye des factures françaises sur des comptes chinois. Après, une fois que l'argent arrive en Chine, on peut les sortir un peu comme on veut. C'était super simple. Ben justement, moi, je me suis dit, effectivement, c'est tellement gros, c'est tellement honteux pour eux d'avoir failli à ce point que si jamais, le jour où ça va se savoir, ils auront tellement honte qu'ils vont mettre la poussière sur le tapis et faire comme si il ne s'est rien passé. Et là, je me suis trompé, j'ai sous-évalué Au contraire, ils l'ont pris comme enfin, ça a touché leur ego. Ils se sont dit, complètement. plus jamais ça, quoi. Genre, ouais, c'est devenu d'ailleurs Complètement. politique comme sujet. Complètement. Mais tu sais, aujourd'hui, enfin assez récemment, j'ai appris que dans le code pénal, il y avait un délit qui s'appelle le détournement de fonds publics par négligence. Et je pense que là, on est en plein dedans en ce qui les concerne. Mais d'ailleurs, alors c'est drôle que tu me dises ça, c'est tout à fait d'actualité. Peut-être avons-nous la même source, puisque j'ai entendu parler de ça aussi récemment, notamment dans le cadre, tu sais, du rapport sénatorial sur la dérive du déficit français. Oui. Effectivement, tout le monde se passe la balle, en fait, en disant c'est pas nous, on savait pas, etc. Mais en fait, c'est vrai que potentiellement, que ce soit Bruno Le Maire, l'ancienne première ministre, en fait, ils pourraient potentiellement être condamnés pour ce que tu viens effectivement de dire, c'est-à-dire détournement de fonds par négligence. Euh, donc, ouais, c'est Mais, drôle. bon, mais là, on est en plein dedans. Je vous remets. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est qu'actuellement, enfin, le PDG de la Caisse des dépôts et consignations à l'époque, c'est un monsieur qui s'appelle Augustin de Romanet, qu'on a cité plusieurs fois à venir témoigner. Il n'est jamais venu. Après, il a été président de l'ADP. Et là, actuellement, il est au tribunal à Paris pour une affaire de fausse facture. Enfin, moi, j'appelle ça dans notre jargon de la décaisse, avec le criminologue Alain Bauer. Ok. Ils sont au tribunal actuellement en ce Ok. moment. Et je vous dis sincèrement, je pense de plus en plus à. Je dois consulter d'ailleurs mes avocats là, pour ça, de voir s'il n'y a pas une action en justice qu'on peut faire par rapport à ça. L'idée, c'est pas. Moi, j'ai jamais voulu dire ouais, de me défausser ou de dire
c'est eux, c'est leur faute, c'est pas moi, moi j'ai rien fait. Non, non, moi j'ai fait des grosses bêtises, il fallait pas les faire, je le regrette. Mais le message que j'essayais de faire passer, qui n'est jamais passé auprès des autorités, auprès de la justice, c'était de dire, OK, moi j'ai fait ce que j'ai fait, mais sans la négligence de l'État, ça ne pouvait pas se faire. Ouais. Non, mais Voilà. clairement, ce que tu dis sur la possibilité d'envoyer de l'argent sur des comptes chinois, alors on Pendant 16 mois, ça a duré le manège. ouais. Non, mais c'est vrai que dit comme ça, c'est et alors limite, on pourrait même se dire, si on était un peu complotiste, que ça a été fait comme ça pour permettre à certains, de profiter de cette vaste, fraude et en vrai, vous vous êtes fait choper, mais en vrai, qui nous dit qu'il y en a pas d'autres qui l'ont faite? Tu sais d'ailleurs ça ou pas? Non, l'histoire, il y a certains qui ont dit, ouais, des hommes politiques qui ont trempé là-dedans. Non, Aucune ça c'est idée, faux. hein, pour le Non, coup, non, mais non? non, non, ça c'est faux. Par contre, ce qui est, enfin, ce qui est établi, c'est que la Caisse des dépôts et l'État, enfin l'État, Bercy, ont décidé de retirer l'application de la TVA sur les quotas carbone Ouais, en juin 2009 absolument, ouais. en France. En Mmh. France. Mais là, donc là, ils pensaient que ça y est, ils avaient nettoyé, que la bourse Bluenex était propre, que la Caisse des dépôts a fait le nécessaire, tout ça. Mais en fait, non. Ce qui s'est passé, c'est que la TVA sur les quotas carbone, elle a continué à être appliquée dans les autres pays de la communauté européenne. Je ne sais pas combien il y en avait à l'époque, 22, je ne sais plus exactement combien il y en avait. C'est-à-dire qu'il y en avait en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne, dans un tas de grands pays qui étaient des gros pollueurs. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que les fraudeurs qui faisaient de la fraude au quota carbone dans ces pays-là, ils venaient acheter, faire leur marché chez Bluenex, parce que c'était la bourse européenne qui avait le plus de liquidités. Ils venaient donc faire leurs emplettes en achetant des quotas sans TVA. Ils les transféraient, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à la vitesse de l'envoi d'un SMS sur leur compte registre polonais, allemand, italien, ce que vous voulez, et ils les revendaient là-bas, plus la TVA applicable Ouais. dans le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils étaient plus, si vous voulez, la Caisse des dépôts et Bluenex, la bourse française, n'étaient plus impliquées, si on veut, dans la fraude fiscale franco-française, mais elle était impliquée dans le blanchiment d'argent de fraude fiscale dans ces pays-là. Mmh. Et ils n'ont jamais été poursuivis. Ouais et d'ailleurs, tu dis souvent que les 1,6 milliard d'euros qui, font partie donc du jugement, qui est la somme, que l'État a reconnu, avoir d'ailleurs on dit elle l'a perdu ou c'est un manque à gagner Non, elle les a perdus réellement. Non, non, ouais. c'est de la connerie. Non, elle les a perdus réellement. Et c'est beaucoup plus. On parle de 5 ou 7 milliards. Alors justement, donc on dit 1,6 en France et on dit entre 5 et 10 en Europe. C'est les bons chiffres ou Je les sais pas, je sais pas. Non, moi, je pense mais qu'en tu doutes? Europe, en France, non, je pense déjà qu'en France, c'est beaucoup plus. En France, c'est plus qu'1,6. 6. Ouais, ouais, c'est beaucoup Ouais. plus. Mais ils le disent pas. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que le blanchiment a duré de nombreuses années. Hein. Enfin, Mmh. le blanchiment à travers la France pour Ouais. les fraudeurs des autres pays. OK. Merci alors pour ce petit, rappel des faits. Alors encore une fois, j'invite toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur cette histoire à regarder le, documentaire de Netflix, d'autres interviews que tu as données ailleurs et qui sont très bien et pour le coup, c'était pas nécessaire de refaire, la même chose, mais je pense que c'était bien, merci beaucoup, d'avoir rappelé un peu ces petites choses-là. Il y a plein de sujets que j'aimerais voir avec toi. Le premier, je vais te le dire en toute transparence, moi je m'appelle Cohen, ça n'aura échappé à personne que je suis de confession juive et c'est vrai que quand tu regardes la liste des personnes qui sont impliquées dans cette histoire, disons, sont aussi de confession juive. Peut-être que toi aussi, d'ailleurs. Je ne voudrais pas donner une religion réelle ou supposée, mais peu importe. Est-ce que tu ne penses pas que ce type d'affaires a participé à la montée de l'antisémitisme ces dernières années? Et je te dis ça parce qu'effectivement, on entend autour de nous des amalgames de toutes les confessions, tu vois. Et concernant la communauté juive, si tant est qu'on peut parler de communauté, moi je pense qu'il n'y en a qu'une seule, mais certains parlent de communauté, est-ce que tu ne penses pas que ça a fait un peu de mal, surtout dans un contexte comme aujourd'hui, où l'antisémitisme n'a jamais été aussi élevé et ça peut être facile de dire les juifs, c'est des escrocs, c'est des trucs et tout. Et c'est une vraie question que je te pose. Et je suis très à l'aise de te la poser puisque moi-même je suis de confession juive. Alors écoute, dans ta question, il y a beaucoup de choses à développer On a le pour ma temps. réponse. Pour ma réponse. Alors déjà, premièrement, il n'y avait pas que des juifs. Il y a eu des musulmans. D'ailleurs, les flics, ils se sont plantés pendant très longtemps dans leurs enquêtes parce que ils se sont concentrés principalement sur Israël, alors qu'il y avait
il y avait en particulier, il y avait un Marocain qui a été un de mes partenaires au départ, et qui m'a doublé. Et pour eux, dans leur conception, les flics, pour eux, ils ne pensaient pas que des juifs et des arabes, des musulmans, pouvaient faire des affaires ensemble. Pour eux, ils pensaient que les juifs et les arabes, ils sont bons qu'à se foutre sur la gueule, comme malheureusement, on voit actuellement malheureux, qui est regrettable, ce qui est totalement faux. Les juifs et les arabes dans le business, ils se sont toujours très bien entendus. Guerre ou pas guerre, Israël, Palestine, ce que vous voulez. Ça c'est premièrement. Maintenant, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est que cette affaire-là, quand elle a éclaté, moi j'étais le premier arrêté en décembre 2009, le parquet national financier n'existait pas. Il y avait ce qu'on appelait le pôle financier, qui était boulevard des Italiens à Paris. C'était des magistrats, instructeurs avec des procureurs qui étaient spécialisés en matière financière, mais le PNF n'existait pas. Ça, c'était En après 2000, Cahuzac, le PNF. voilà, c'est ça, en 2013, Ok, c'est sous très bien. Hollande qu'il a été créé. Et je ne sais pas si c'est un hasard, mais moi j'ai du mal à le croire. Tous les procureurs que j'ai eus dans ce dossier, ils étaient de confession israélite. Il y a eu Patrice Amar, Bruno Nataf, Ulrika Delaunay-Weiss. Il y a eu un autre procureur qui s'appelait Amédée Manem, qui était un juif d'origine allemande, je crois. Et pour moi, j'ai eu mon idée là-dessus longtemps. Et Volonté politique pour éviter l'amalgame, justement. quand je raconte ça à des non-juifs, la première action qu'ils ont, ils me disent: ah ouais, mais parce qu'entre vous, vous entraidez. Ah non, 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 au contraire, c'est tout le Ah non, contraire. je pense que c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. C'est-à-dire Ouais. moi je pense que leur hiérarchie, euh, elle s'est peut-être servie d'eux pour pouvoir nous cogner encore plus fort. Ouais. Parce qu'ils ont demandé, dans chaque procès qu'on a eu, les peines maximum possibles, envisageables, et ils nous ont fait 0, 0, 0 cadeau. Je peux même vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Quand j'étais incarcéré donc en décembre 2009, je passais chez le juge des libertés, le JLD, le juge des libertés et de la détention, tous les 4 mois, qui devait statuer si oui ou non mon mandat de dépôt allait être renouvelé. Et il pouvait être renouvelé jusqu'à hauteur de 24 mois. Donc, j'arrive au renouvellement j'avais fait 3 mandats de dépôt de 4 mois, savoir si j'allais aller être prolongé, dépasser l'année. Quand on arrive à un an de détention provisoire, ça fait beaucoup. On a fait le tour du cadran, on a vu Maximum, c'est 24 mois, je c'est crois. 24 mois en correctionnel, ouais. Moi, j'ai eu 28 mois parce que j'ai eu 4 mois en plus, quand c'est exceptionnel, bref. Et là, on est au mois de fin novembre, je crois, et la juge qui va statuer pour moi, savoir si je vais être renouvelé au-delà des 1 an, elle s'appelle Jeanne Indré. À l'époque, elle était présidente d'une cour d'assises. Aujourd'hui, elle est à la cour de cassation. C'est une très grande magistrate. Son père aussi était un grand magistrat. Donc, elle est de confession israélite également. Et moi, mes avocats, il n'y avait que des juifs. Il y avait à l'époque, le pauvre, il n'est plus de ce monde, Pierre Haïk. Il y avait Maître Habitant. Il y avait Éric Emerdinger. Et il y avait les 2 procureurs, Bruno Nataf et Patrice Amar, qui étaient juifs. C'est-à-dire il n'y avait que des juifs. Et il y avait juste la greffière qui ne devait pas l'être, certainement. Et moi, naïvement, quand j'étais avec mes 3 avocats, avec les gendarmes, les menottes, tout ça, naïvement, je me rappelle, je dis à Pierre Haïk, bon, il va se passer. Moi, dans ma tête, je me dis, bon, on est entre nous, on va peut-être sortir les pistaches, on va faire la kémia. Et je dis à Pierre Haïk, je dis, bon, Jeanne Hidré, on est tous entre nous, les procureurs. Il m'a dit, monsieur Zawi, mais vous rêvez, vous allez vous faire dégommer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis passé, les réquisitions, elles ont été terribles contre moi, et Jeanne Hidré, elle m'a défoncé. Ouais, je suis retourné en prison, 4 mois de plus. Voilà. Donc, voilà, ça c'était une parenthèse. Maintenant, concernant l'antisémitisme, on m'a fait cette remarque en 2021, quand les Rois d'Arnaque sont sortis. J'avais été interviewé sur I24. Et on m'a attaqué des gens de chez nous, de la communauté, enfin de chez nous, des gens sur I24, des gens de confession israélite qui m'ont attaqué. Ouais, c'est la honte, ceci, cela, ce que vous avez fait. Vous nous salissez, vous faites de l'antisémitisme et compagnie. Moi, enfin, je considère que je suis français, je suis né français, républicain. Bon, il s'avère que je suis
mes parents étaient juifs, donc je suis juif par extension. Euh, mais moi, je représente que moi-même. Je ne suis pas religieux, je n'ai pas la tête couverte, je ne mange pas kasher, je ne respecte pas le Shabbat. Je ne représente que moi-même. En aucun cas, je représente la communauté juive. Je ne suis pas un représentant d'une organisation ou d'une communauté ou d'une synagogue ou que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je considère que à partir du moment où j'ai fait une faute en tant que Français républicain, que j'aurais pas dû faire, que j'ai été sanctionné, que j'ai payé ma dette à la société, je ne mérite pas à ce qu'on m'en rajoute, puisque je représente que moi-même. Et ça, c'est très important pour moi de le Ouais. dire. Alors, encore une fois, est-ce qu'au moins est-ce que tu as eu conscience à l'époque ou encore aujourd'hui, ou vraiment pas du tout, que cette liste de personnes, alors certes, il n'y avait pas que des musulmans, mais les plus connus, et en tout cas les noms qui sont revenus, Mmh. d'ailleurs on voit sur Wikipédia, etc., enfin c'est facile, on voit il n'y a quasiment que des personnes de confession juive qui sont mises en avant. Et en fait, ça donne des armes, effectivement, à certains antisémites qui le sont peut-être déjà un petit peu et qui se servent de ça. Mais quand même, pour dire, finalement, bah, voilà quoi. Et d'ailleurs, tu sais que si tu étais d'une autre confession et que tu avais fait un crime ou un délit qui était attaché à cette même confession, j'aurais posé la même question, tu vois. Mais là, en l'occurrence, voilà, pour le coup, c'est vrai que c'est évident. Mais est-ce que tu avais conscience de ça ou en vrai, tu t'es pas dit ça? Tu t'es dit, j'ai pas fait ça en tant que juif, je l'ai fait en tant que Grégory Zawi. Et le fait que Complètement. c'est un Je truc l'ai qui n'a fait. rien à voir en fait. Non, je l'ai fait. Bon, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que depuis le 7 octobre 2023, tout est bon sur les réseaux sociaux quand on est public pour pouvoir vous ramener à... Ouais. Mais moi, Et selon moi, d'ailleurs, ça m'a ce donné... n'est pas postérieur à octobre 2023. Ce sentiment-là, on l'a eu en gros à la sortie du film de Netflix ou même à l'époque où l'affaire est sortie, où effectivement, à l'époque, c'était facile de dire, ouais, de toute façon, les Fudge, c'est des criminels en col blanc. Non, mais tu vois, Oui, mais on a entendu. c'était plus les gens de la communauté juive qui se permettaient de le dire. Aujourd'hui, bon, depuis le 7 octobre, ils sont complètement, tout le monde était, enfin tout le monde, pas mal de gens se sont complètement lâchés là-dessus. Mais à ce moment-là, moi, j'avais plus les gens qui étaient le plus durs avec moi, c'était les gens de la communauté juive. Mais vraiment, hein, Ok. qui ont été le plus incisifs. Maintenant, Ouais, parce qu'en fait, justement, ils veulent pas. Bah, en gros, ouais, c'est ça. Ils avaient le sentiment que ça pouvait potentiellement, d'ailleurs, à tort ou à raison, parce que bon, voilà, mais que ça pouvait leur retomber dessus et alimenter justement des préjugés déjà existants, quoi, je pense. oui, mais on ne peut pas condamner une personne plusieurs fois pour ce qu'elle a fait. Ah, mais c'est moi, je te parle. Est-ce que tu en as des consciences? Je n'appelle pas Ah évidemment. non, mais moi Si tu pas condamné pour ça. Il y a pas de. comme je Ça viens de te n'existe le... pas dans le droit pénal. Non, non, mais moi, comme je viens de te le dire, je représentais que moi, Ah, mais enfin, je c'est clair. représentais moi-même. Moi, j'ai décidé, je me suis rendu 2 fois à la justice pour aller en prison parce que je voulais en finir. Donc, moi, je n'étais pas dans la fuite ou quoi que ce soit. J'avais fait une connerie, il fallait la réparer, il fallait que je paye ma dette à la société. Donc, à partir de là, moi, je te dis, je suis français, républicain de confession israélite. Ouais, mais Le reste, la religion, moi, tu sais, mon père, il m'a toujours appris j'étais petit, quand on devait sortir dans la rue, qu'on devait avoir la tête couverte, on ne mettait pas la kippa, on mettait une casquette. La religion, on l'a fait à la maison. J'avais même un oncle, moi je me rappelle quand j'étais très jeune, euh, il travaillait, il était étudiant, il était en train de devenir Lubavitch, donc assez, on va dire, orthodoxe. Et un été, il avait un job d'été au BHV, à la rue de Rivoli. Et lui, il voulait absolument avoir gardé la tête couverte. Comment il a fait? Eh ben, la casquette était interdite. Il ne pouvait pas travailler avec une casquette non plus au BHV à l'époque. Eh ben, il a mis un postiche sur sa tête de la même couleur que ses cheveux. Voilà, donc quand on veut vraiment faire sa religion sans embêter les autres, quelle que soit sa confession, moi j'aime bien ça, moi j'aime bien la religion qu'on la fasse à la maison. Enfin, on peut le faire et ça concerne que soi-même, quoi. C'est de l'ordre du privé. Ah, mais c'est clair. Donc, Merci d'avoir répondu à cette question. Écoute, bon, alors par contre, tu disais tout à l'heure que voilà, je me suis rendu 2 fois, je voulais pas m'enfuir, etc., etc. Bon, on est obligé quand même de rappeler qu'il y a eu, je crois, 2 épisodes de cavale. Euh, oui, voilà, voilà, je suis obligé de rebondir dessus. Maintenant, encore une fois, si tu veux bien, je vais te poser une autre question avant qu'on parle justement de la cavale et de la condamnation, assez rapidement, tu verras, parce que on peut pas ne pas en parler, mais quand même. Euh, j'ai eu des messages en commentaire
qui m'ont dit tu devrais pas l'inviter, lui donner une tribune. Il a quand même coûté 1,6 milliard à la France, c'est de l'argent qui aurait pu être utilisé pour faire Plus que ça. des lits d'hôpitaux et plus que ça. Voilà. Plus que ça, mais je vais répondre parce que je voulais. C'est bien que tu m'en rappelles parce que j'ai quelque chose de très important à dire là-dessus. Alors donc je finis puis après tu auras Ouais. le temps évidemment. Donc j'ai reçu évidemment des messages de ce type-là. Ce à quoi j'ai répondu, moi je donne la parole à des gens, j'impose pas ma morale et après voilà donc moi je rentre pas là-dedans, j'invite qui je veux, je pose les questions que j'ai envie et puis après chacun se fait ton idée. Mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est toi. Euh, Honnêtement, est-ce que toi et tes complices, associés, on va dire qu'il y avait quand même plusieurs personnes, tu n'étais pas tout seul, est-ce qu'à un moment donné, justement, vous avez conscience que cet argent que vous volez, ou en tout cas que vous ne permettez pas à l'État d'engranger, aurait pu servir à voilà, financer des services publics, etc. Est-ce que ça vous passe par la tête? Ou en vrai, c'est, on se dit que de toute façon, l'argent qu'on paye, on ne sait pas à quoi il est dépensé en vérité. Voilà. Enfin, est-ce que vous avez cette conscience-là ou pas du tout, sincèrement? Alors, moi, ma conscience que j'avais au moment où je le faisais, la conscience que j'avais, j'étais conscient que c'était un vol. Mais ce que je me disais, c'est que c'est un vol qui va être quelque part indolore. Parce qu'il va être dilué sur le nombre de Français qui payent des impôts, qui cotisent. Donc, quelque part, c'est pas. Bon, ça reste un vol, attention, hein, je ne suis pas en train de dire. Mais je me dis, enfin, je me disais ça, je me disais, bon, c'est pas comme si que j'ai escroqué une entreprise ou comme un virement président ou une entreprise pour se retrouver réellement en difficulté ou un particulier que vous avez arnaqué au téléphone. Euh, je me suis dit, bon, c'est un moindre mal, mais ça reste un vol. C'est vrai que on dit ouais, que cet argent, on construit des hôpitaux, on améliore les hôpitaux, des autoroutes, on aurait même pu construire des prisons, tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose qui est certaine, et je le dis souvent quand des fois on m'agace, on vient me chercher là-dessus sur les réseaux sociaux, mais de manière assez agressive, voire antisémite. Euh, Sincèrement, vraiment, en toute honnêteté, je ne pense pas, et beaucoup de gens sont d'accord là-dessus, je ne crois pas, j'en ai la certitude, que si demain, tous ces milliards qui ont été évaporés, sans faire de mauvais jeu de mots, si l'État français les recouvrait, je ne pense pas que l'État français ferait d'échec à tous ces gens qui se permettent de faire ce genre de remarques. Ils vont pas, et non seulement l'État ne leur fera pas un chèque, et ils ne paieront pas moins d'impôts pour autant. Ouais. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été fait, il ne fallait pas le faire, ça je le dirai, je le dirai jamais assez, je le regrette de l'avoir fait. Mais de toutes les manières, qu'on rend l'argent ou pas, qu'on le retrouve ou pas, qu'on le brûle, qu'on fait ce qu'on... Ça ne changera strictement rien. Ça, c'est une réalité malheureuse. Mais c'est comme ça. Ouais. Non, non, mais ça, et puis, limite, ça nous amène à une discussion politique qu'on aura juste après, si tu veux bien. Mais pour l'instant, ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, on va revenir donc sur la condamnation et la peine, et ça nous permettra de fermer, entre guillemets, cette partie de l'interview. Donc moi, j'ai recensé, mais encore une fois, corrige-moi, hein, 2 cavales, 8 ans de prison, 200 000 euros d'amende, le remboursement de plusieurs millions, dizaines de millions, centaines de millions. C'est très compliqué à trouver le chiffre, mais Je ne sais pas moi-même. c'est solidaire, je crois, entre plusieurs personnes aussi. Non? Je crois. Oui, oui, bien sûr, on est caution solidaire, tous les gens. C'est ça. Et donc, Ouais, c'est peut-être absolument. à proportion de vos revenus ou, enfin, Quand on est caution solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il y a, je sais pas, il y a, un exemple, 100 millions à rembourser, si on est 10 dessus, on est 10 cautions solidaires, s'il y en a un, par exemple, qui gagne à l'euro million, eh ben, ils vont prendre l'argent de celui qui a gagné à l'euro million, qui va couvrir les 100 millions, et après, ça sera à charge de celui qui a gagné à l'euro million de s'en prendre à tous les 9 autres pour qu'ils partagent ce qu'il lui a payé pour eux, en fait. très C'est clair. ça que ça veut dire, caution solidaire. Très clair. Alors, moi, j'avais une question, je vais te la poser juste après, mais d'abord, je vais poser une question qu'on a là dans les commentaires. Tu y as déjà répondu, donc c'est pour ça que moi, voilà, mais je te la pose comme ça. Si c'est à refaire? Oui, voilà, question si Non, c'était bah à bien refaire. évidemment, non, je ne le surtout pas.
Voilà. non seulement je ne le referai pas, et s'il y en a qui veulent s'amuser à le faire, parce que j'ai beaucoup de gens moi, qui m'écrivent, qui veulent faire d'autres conneries de ce genre, je le déconseille fortement, bien évidemment. Ouais, ok. Donc, d'ailleurs, je précise à toutes celles et ceux qui nous écoutent, hein, si vous avez des questions à poser à Grégory, posez-les en commentaire. Si elles vont dans le sens de l'interview, qu'elles sont correctes, quand je dis correctes, ça ne veut pas dire qu'elles sont gentilles, hein, mais qu'elles sont correctement Oui, oui, posées, j'ai je les compris. poserai à Grégory en direct sans aucun problème. Il m'a autorisé à poser toutes les questions que je voulais et celles évidemment dans les commentaires. Alors moi, je reviens à ma question, c'est d'abord, est-ce que tu trouves que la peine, elle est juste par rapport à ce que tu as fait, ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'elle a été un peu abusée, ou en vrai, tu mériterais un peu plus? D'abord celle-ci, et puis une deuxième juste après. Alors, déjà, pour répondre, on va reprendre l'histoire des téléphones mobiles. Moi, j'ai été condamné, c'était exactement le même schéma, sauf que c'était des biens matériels pour la téléphonie mobile et des biens immatériels pour les quotas carbone. Il Euh, y a d'autres en, différences, les montants ne sont pas les mêmes, et puis il n'y avait pas de bande organisée avec la téléphonie ici. Ben, on était plusieurs, si, mais Il y avait ils nous aussi ont condamnés en plusieurs. fraude Alors, fiscale. J'ai été condamné en fraude fiscale et omission de déclaration d'écriture comptable. Euh, c'est pas bande la, peine organisée maxi- pour la la, téléphonie. la peine maximum, c'était 5 ans sur ce délit-là. Je Quand, m'excuse de t'interrompre, c'est intéressant parce que tu sais, le concept du bande organisée, elle est considérée comme une peine. circonstance aggravante. Une Ouais, circonstance donc, aggravante, et par c'est exemple, moi, je 10 ans. connais une histoire qui est arrivée dans l'assurance, où en fait, tu as plein de compagnies d'assurance, plein de petits courtiers qui ont fait à peu près le même procédé, sans s'être forcément concertés, mais la justice a décidé de les mettre en bande organisée pour mettre des condamnations de malades. Mais dans la téléphonie, tu me dis que vous étiez plusieurs boîtes, mais ils n'ont pas retenu le caractère bande Non, à organisée. l'époque, mais ils ne comprenaient rien. On Ok, était en 98. Pour eux, d'accord. c'était vraiment. Il n'y avait pas de parquet spécialisé. Ouais. Je ne sais même pas si le pôle financier, où il existait déjà en 98. Mais c'est-à-dire qu'ils étaient. Les histoires de fraude à la TVA, c'était tout nouveau. L'espace économique européen venait d'ouvrir 4 ans avant. Ils n'avaient pas de dossier, ils n'avaient pas les compétences pour comprendre tout ça. Bon, aujourd'hui, maintenant, ils sont rodés, ils en ont vu toutes les couleurs. Mais à ce moment-là, donc, c'était de la fraude fiscale. En 2009, quand les dossiers quota carbone, fraude à la TVA sont arrivés sur les bureaux des magistrats, ils ont ouvert le code pénal. Ils ont dit, bon, fraude fiscale, c'est 5 ans. Si on leur colle la peine maximum avec de bons avocats et s'ils se tiennent bien en prison, au bout de 2 ans à peine, ils seront dehors. Donc, ils l'ont passé en escroquerie, en bande organisée. Ça leur a permis de doubler potentiellement les peines. On passe de 5 à 10. Et si on est en récidive, comme c'était le cas pour certains, on peut monter jusqu'à 20 ans. Ça passe de 10 à 20. Mais ça, c'est ce Voilà. que tu as répété partout pour justifier effectivement que la qualification elle est différente. Moi, je suis pas avocat. Et mon pote avocat qui devait être là, il m'a planté ce soir. Mais c'est pas grave. Je vais quand même te poser la question. Est-ce que le caractère de bande organisée, est-ce que c'est pas celui-ci qui a motivé notamment le changement de qualification? Parce que la fraude fiscale, si elle est individuelle, un mec dans son coin tout seul, il fait une fraude fiscale. OK, c'est 5 ans, etc. Mais si ça devient un stratagème qui est organisé avec d'autres acteurs pour faire finalement quelque chose de beaucoup plus gros, là, c'est pas anormal. Enfin, encore une fois, je suis pas avocat ni juge, mais je pose la question que ça devienne quelque chose de l'ordre de l'escroquerie avec la circonstance aggravante de bande organisée. Et dans ce cas-là, ça justifie des peines plus lourdes. Moi, je te la pose, cette question. Alors, non, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est la définition de bande organisée. Bande organisée, c'est à partir de 2 personnes. Ouais, Donc, ça va très vite. oui. Voilà. Je D'ailleurs, pense que tu as je vu, t'ai répondu. quand on fait ça, il y a des ballons. Non, mais oui, mais non, mais quand tu expliques pourquoi on est passé de la fraude à l'escroquerie, tu expliques juste parce que c'est un stratagème pour vous mettre plus. Mais il y a aussi ce principe de bande organisée où, de fait, vous étiez quand même plusieurs à avoir mis en place cette fraude-là. Il aurait Enfin, fallu vous juger tous un par un pour une fraude fiscale. non, alors justement, moi, mon dossier, si tu veux, comme j'étais le premier, que j'étais impliqué un peu dans plein de trucs, euh, les magistrats, au bout d'un certain nombre d'années d'instruction, ils ont dit, en fait, c'est dans un souci de confort judiciaire, ils ont saucissonné mon affaire. Et mon affaire, elle est devenue 4 dossiers. Eh Mais ouais, avec toujours, c'était la même période de prévention, ouais, ouais. c'était les mêmes faits d'escroquerie en bande Exactement ce organisée, que c'est. de blanchiment en bande organisée. C'est toujours pareil, mais eux,
c'était tellement tentaculaire qu'ils ont décidé Ouais. de saucissonner, fractionner les Il y affaires. avait est-ce qu'il y avait un principe pyramidal ou pas du tout? Alors vraiment, je pose la question, elle est ouverte, c'est-à-dire, est-ce que les boîtes qui se sont inspirées de ton idée, puisque je rappelle que tu es ingénieur concepteur, hein, d'après ce qu'on m'a dit. C'est les magistrats qui l'ont dit, c'est pas Non, moi. mais je sais, mais je t'embête. Ouais. Et pour ceux qui ont suivi l'interview depuis le début, ils auront la ref. Est-ce qu'il y avait un principe pyramidal? Genre ceux qui ont utilisé ton tuyau, est-ce qu'il y avait une rétrocommission ou est-ce qu'ils te filaient un bac chiche ou alors une commission parce qu'ils Non, utilisaient non, ton. non, chacun fait sa tambouille dans son coin. Ok. Et Donc d'ailleurs, le principe de monde d'ailleurs, organisé, normalement, elle doit être organisée. oui, non, non, mais moi j'étais organisé avec mon équipe, mais chacun il avait D'accord. son équipe. Ouais. Ok. De Non, toute mais façon, c'est ça ça. va très vite. À partir du moment où tu es deux personnes, c'est-à-dire toi qui es un gérant de fait et que tu as un gérant de paille que tu vas piloter, ça y est, la bande organisée, elle est établie pour la justice. Ok. Dernière question sur cette partie-là, un peu plus philosophique, s'il en est. Alors, de ce que j'ai compris, tu dois rembourser une somme d'argent colossale, Mhm. solidairement, mais quand même. Donc aujourd'hui, sur tes revenus, il y a une partie qui part pour rembourser cet argent. Il n'est pas impossible que finalement tu la rembourses jamais de ton vivant. Euh, Comment tu arrives à trouver la force, entre guillemets, et l'énergie d'aller te taper, de faire des trucs, de bosser, etc., sachant que de toute façon, l'État va te prendre, j'en sais rien, 10%, 20%, 30, 40, je ne sais pas quelle est la Non. cote-part qui part, mais comment tu arrives à te dire, je vais essayer je sais pas, voilà, gagner de l'oseille, si à chaque fois je dois. Tu sais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est la rédemption qui te pousse? C'est le fait de dire un jour, je vais tout rembourser? Comment tu y arrives? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que je vis au jour le jour, on va dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, hormis le fait d'avoir été condamné à des années de prison et à rembourser les sommes que tu as dit, j'ai également été j'étais également comment dire Interdit de gérance, etc. C'est ça? condamné également et ça aujourd'hui en 2025 bientôt ça me pénalise beaucoup. Mmh. J'ai également été interdit à vie de pouvoir gérer, administrer, faire du commerce. Bon, c'est national, c'est qu'en France, mais bon, moi je vis en France, donc ça me concerne. J'ai même pas la possibilité d'être chauffeur VTC. Et alors, j'ai une question à te poser, parce que j'ai entendu cette partie-là, et ça m'a amené à une question. Il n'y a pas dans la loi un article qui fait qu'on ne peut pas t'interdire de travailler. Alors, je Ça pense pas que c'est existe, dans la loi, je pense que ça serait plutôt, ça serait plutôt ou une peut-être question ouais, ouais. d'une À essayer d'envisager QPC. ça en disant, les gars, vous m'interdisez de faire des trucs qui sont mes seules qualifications, donc de fait, Voilà. Bah, vous moi, de toute m'empêchez façon, de bosser. pour France Travail, je suis un boulet, hein, ils savent pas quoi faire de moi, hein. Puisque j'ai pas été à l'école, moi, je suis un autodidacte. Il y a plein de métiers que j'ai pas le droit de faire. Il y a des gens qui veulent pas de moi parce qu'ils ont peur par rapport à mon profil. Donc, non, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, c'est pas évident. Par contre, étonnamment, voilà, écrire des bouquins, faire des podcasts, faire de la scène, du cinéma, de la télé, enfin tout ça, même de la politique, parce qu'en droit pénal, il y a une règle qui s'applique à tous. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Je n'ai pas été interdit. Tu n'as pas eu de peine Euh, d'inéligibilité, tout voilà, ça. je peux demain être On y reviendra député. évidemment sur cette partie-là, mais c'est clair. Euh, Dernière question, et après on ferme l'histoire du carbone. Mhm. Tu as des nouvelles de Marco Mouli? Vous êtes resté Euh, je- combien ouais, j'en ai eu un peu parce que je me suis un peu rapproché de lui quand il était en détention, parce qu'il avait, bon, j'ai eu beaucoup de peine pour ce qui lui arrivait, parce que je connais bien le dossier. C'était l'affaire où on était associés ensemble dans la téléphonie mobile en 97. Bah, il a fait appel à sa condamnation qui est démesurée par rapport à ce qu'il a fait, hein. Pour vous donner une idée, il a pris 3 ans ferme avec un mandat d'arrêt à l'audience pour soi-disant avoir organisé l'insolvabilité pour ne pas rembourser ce qu'on lui reproche. On parle de quelques. Enfin, la somme est en millions, certes, mais ce qu'il aurait organisé en insolvabilité, on parle de quelques milliers d'euros. Aujourd'hui, là, vous avez celui qui a tué involontairement le fils du chef Yannick Aleno, qui vient de prendre 7 ans il est libre, il est sorti libre. Il fera sa peine plus tard, vous voyez. Donc, il y a quelque chose quand même au niveau de la justice que moi j'ai parfois du mal à comprendre, comme beaucoup de Français d'ailleurs.
Bah, de toute façon, la peine, elle est individualisée. Et c'est vrai que quand tu as une personnalité comme Marco Mouli avec ses frasques sur les réseaux, etc., un pied de nez d'une certaine manière, peut-être pour certains magistrats, ils se sont dit si là on peut se venger un petit peu. Je pense que c'est ça. On lui a fait payer. Oui, C'est ça, ses je passages télé, pense. ses frasques, c'est tout ça. Ouais, Absolument, c'est ça. C'est pas réellement ce qu'il a fait, mais je ouais. trouve, mais c'est pas juste. Je suis Non, désolé, hein, c'est bah, la pas. justice, ouais, bon, on y reviendra, mais effectivement, il y a un côté aussi, la condamnation, elle est faite au nom du peuple français. Et donc, on peut se dire aussi d'une certaine manière qu'après une telle condamnation, une telle escroquerie, on appelle plutôt à une certaine humilité. Et on voit la différence entre, par exemple, toi et lui, sur lequel bah, c'est deux personnages complètement différents. Peut-être qu'ils auraient été un peu moins sévères avec toi si tu avais fait la même chose que lui aujourd'hui. Peut-être. Je sais pas, je sais pas. On Bon, c'est saura. sûr que moi, ma personnalité ne me permet pas de faire ce qu'il fait, ce qu'il a Ouais, fait dans ce qu'il raconte. On parle pas de la même manière, on dit pas les mêmes choses, c'est ça. euh, mais ça nous empêche pas de s'aimer, de s'entendre, de se respecter et enfin, voilà, de s'entraider. Moi, j'ai beaucoup de peine pour ce qui lui arrive. Parce que bon, je connais son fond. Moi, je l'ai vu au tribunal et j'ai vu quelqu'un de profondément blessé et qui a compris que quelque part, il a été un peu utilisé par certains médias pour faire de l'audience. Ça, c'est Parce qu'à chaque sûr fois et qu'il faisait un certain. passage, il faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup Ouais. d'audience. Et il n'a pas été payé pour ça d'ailleurs, mais ça lui a donné une lumière et je pense qu'il a payé, ils lui font payer très Je crois fortement que ça. il doit prendre conscience de ça. Ça, c'est bien. Il n'est jamais trop tard. Mais je pense qu'il doit aussi prendre conscience qu'aujourd'hui, il n'a plus le droit à l'erreur. Que quoi qu'il fasse d'un Ben, de peu. toute façon, là, il doit purger cette histoire. Il a fait appel, donc il y aura un appel dans quelques mois. Hmm. Il viendra, je pense, très certainement, et après, il va certainement aller retourner en prison pendant quelques mois, oui, bien sûr. Ok. Bien. Alors, on va avancer un petit peu et on va parler justement on va commencer d'abord, si tu veux bien, par le documentaire Netflix. Moi, j'ai été surpris d'apprendre que vous n'aviez pas touché d'argent. Pas un euro. J'avoue que moi, je me suis dit, au contraire, ça va leur permettre de se refaire un petit peu parce que Netflix s'est fait beaucoup d'argent sur votre histoire, finalement. Et il n'aurait pas été complètement déconnant de vous enfiler un petit peu. Et en fait, tu as déclaré récemment que non, pas un euro, rien du Pas tout. un euro. Ni Marco, ni moi, zéro. Mais quand même que vous aviez été sollicité pour y participer, pour donner votre point de vue, mais c'est tout. Mais moi, ils m'ont un peu, j'ai envie de dire, un peu forcé la main. Parce qu'ils m'ont dit de toutes les manières, c'est bien que vous le fassiez, parce que ça vous permettra de répondre, de donner votre point de vue, de raconter l'histoire, comment elle s'est passée. Et si vous y participez pas, on le fera sans Ouais. vous, avec notre point de vue à nous. Sans contexte et tout ça, ok. Voilà. Il y a un film qui a été fait avec Benoît Magimel qui s'appelle Carbone, Carbone, oui. je crois. D'ailleurs, Très- j'ai trouvé ça très sympa. Je l'ai En trouvé bien. 2017. Ouais. Et là, tu as touché là-dessus ou pas du tout non plus? Alors non, alors là, ce film-là, il a été fait pendant les instructions. Il a été écrit, les affaires n'étaient pas encore jugées. Euh, le personnage de Benoît Magimel dans le film, en fait, c'est tout un. Le scénario il a été écrit. J'ai rencontré le scénariste un peu il y a un an ou deux, et le producteur aussi, Manuel Muntz, parce qu'on avait un projet pour faire la suite de La Vérité si je mens numéro 2. La Vérité si je mens, pardon. Quel lapsus. Non, c'était de faire la suite des Rois de l'Arnaque, mais d'intégrer les personnages de La Vérité si je mens dedans. L'idée, Ok. c'était mon idée en plus. Ça venait de moi et ça devait se faire. Et c'est très compliqué parce que il y a des gens qui ont beaucoup d'ego parmi les acteurs notamment. Et on n'a pas. C'est un projet qu'on n'a pas réussi à aboutir. Enfin, la suite des Rois Larnac, je pense qu'elle va sortir un jour, mais pas avec les personnages de La Vérité si je mens. Euh, le personnage de Benoît Magimel, c'est un mélange de deux personnes. C'est Au début, inspiré de faits réels, c'est pas le, exactement, ouais. voilà, le début, c'est un peu moi, parce que effectivement, mon père, il avait une société de transport, comme on le voit dans le film. Il a l'idée. Enfin, moi, c'est moi qui ai l'idée là. C'est un peu mélangé. Et après, il devient un peu Arnaud Mimran. Voilà, c'est ça. La fille, là, comment elle s'appelle, Laura Smet, qui interprète sa maîtresse, elle joue un peu le rôle
que jouait ma femme à l'époque. D'ailleurs, dans le film, elle s'appelle Noah. Moi, ma femme, elle avait une marque de bijoux qui s'appelait les Perles de Noah. Vous voyez, ils prennent des Ouais, ouais. trucs, ils mélangent les trucs. Bon, voilà. Par contre, Marco, dans le film, il n'existe pas. Son Oui, personnage n'existe pas. oui. Il n'existe pas du tout. Et moi, je n'existe pas du tout dans la dernière série, là, d'Argent et de Sang, qui a été faite, là, réalisée pour Canal+, par Xavier Giannoli, et Je l'ai pas jouée par... vu. Je l'ai pas vu. Ouais, c'est pas mal, mais le personnage principal, qui est Vincent Lindon, j'ai dîné avec lui enfin, il y a pas longtemps, je l'ai rencontré, et son personnage dans la réalité n'existe pas. Et OK, je lui ai ouais. dit, bah oui, je sais. Ouais. D'accord, j'ai compris. Et donc effectivement, donc cette affaire finalement, au niveau, de toutes les productions, on va dire audiovisuelles, elles t'ont pas, finalement rapporté, autre chose que, bah, de la notoriété, forcément, Voilà, c'est tu ça. as Non, joué. ça m'a permis d'écrire un livre, de faire de la scène, de faire pas mal de podcasts, Donc ça, on va y revenir, mais ouais, effectivement, en tout cas, en tant que tel, tu as des pas eu de conférences. Non, de cachet et cetera. OK. non. Hem, alors, on va parler du livre, si tu veux bien. En octobre 2022, corrige-moi toujours, hein, si je me trompe, tu publies Cash Carbone, une autobiographie pour, permettre, ouais, au public de mieux comprendre qui tu es et pourquoi tu es là. C'est ça le titre Mm. qu'on trouve sur la page Amazon. Hem, honnêtement, pourquoi tu écris ce livre? Est-ce que tu l'écris parce que, bah, voilà, faut bien gagner ta vie et ça te permet de concilier, enfin, d'allier l'utile à l'agréable? Ou est-ce qu'au fond de toi, tu avais réellement envie de coucher sur papier, et de faire comprendre aux gens ce pourquoi tu en étais arrivé là? Et petite question rapide en un, tu l'as écrit seul ou tu l'as écrit avec quelqu'un? Voilà. Non, alors, j'avais envie, bon, les deux à la fois, pour te répondre, les deux à la fois, je l'ai écrit seul et j'avais avec moi enfin, une correctrice, on va dire. Euh, je l'ai écrit, enfin moi, j'ai toujours su une chose dans la vie, on dit qu'un homme, dans la vie, il a trois choses à faire, à accomplir. Il doit faire un fils, écrire un livre et planter un arbre. Ah ouais? OK, d'accord. Voilà, pour l'instant, j'en ai fait deux, il m'en reste un. C'est peut-être le moins compliqué à faire, on va dire. L'arbre? L'arbre, je ne l'ai pas fait Ouais, encore. ça va encore. OK. Et non, je l'ai écrit, ça a été une thérapie aussi de coucher sur papier et cette histoire, de la raconter avec mes souffrances, parce que c'est énormément de souffrance tout ça. C'est pas, c'est énormément de souffrance, vraiment. Si c'était à refaire, vraiment, je ne le referais pas. Et quand tu l'écris, tu revis des moments, tu Bien réalises des sûr. choses, tu prends Ah, conscience. il y a eu Alors, des tu moments de as un souffrance. exemple à nous donner où quand tu l'écris, tu le vis différemment de dans tes souvenirs, ou tu te rappelles d'un truc? Tu as un exemple, une anecdote, au moment de l'écriture dont tu te rappelles et que tu avais oublié, j'en sais rien, ou Mais j'ai envie de te dire il y en a eu beaucoup, plusieurs. Il y en a eu plusieurs quand je décris le décès de mon cousin qui est mort le 31 décembre 1995. Je lui dédie le livre d'ailleurs. Euh, quand je, quand mon épouse se retrouve incarcérée, enfin, il y a plein de choses que je raconte qui sont des moments, non, même là, j'en parle encore, c'est très dur. mmh. Toutes ces années passées, de ne pas avoir pu assister aux rentrées scolaires de mes enfants, les fêtes de fin d'année, les anniversaires, les bar mitzvahs, non, c'est trop humainement, ça coûte, ça pèse trop lourd, c'est très cher payé humainement. Ça valait pas le coup. Je vais te poser une question que j'avais L'argent, vous savez, pas. Ouais, l'argent, c'est pas l'argent pour moi, enfin pour tout le monde, ça devrait pas être une valeur. C'est pas une valeur l'argent, c'est un moyen. C'est bien d'en avoir pour faire des choses bien avec. Mais dès qu'on pense que ça devient une valeur, c'est là où on commence à être ravagé par l'argent et où on devient quelqu'un de pas bien. je vais te poser une question que j'avais pas prévue, mais qui vient de popper et je crois elle est intéressante. Hem, la finalité de l'histoire, c'est que malheureusement, tu ne retires rien de cette, enfin rien. Si, tu retires quelques années de faste et de richesse, et cetera, mais en vrai, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il te reste plus rien à part des dettes et des souvenirs. Et là, je te cite: «Si ça s'était terminé différemment, c'est-à-dire que finalement, bah, tu avais pu garder cet argent et conti tu te fais pas attraper, et finalement, bah,
tout se finit bien pour toi, j'entends, évidemment. Est-ce que finalement tu dis ça valait le coup? Prendre ces risques-là, et cetera. Je dis bien vraiment une uchronie. Si ça s'était terminé différemment, tu vois? Bah, s'il n'y avait pas eu de prison, s'il n'y avait pas eu tout ça, bah oui, je suis pas débile. Mais quand même, Non, mais vous c'est toi savez, et ta conscience, là, c'est plus justement voilà. la question que beaucoup de gens se posent, que tu dois te poser aussi, est-ce qu'il reste de l'argent caché quelque part? Où est passé tout ce fric quand même? Parce que l'État n'a pas pu recouvrer tout ça. Ça va être le thème de la suite des Rois de l'arnaque. Où est passé où est passé le fric? Mais là, ça va être forcément, enfin, ça va être une fiction parce que jamais vous direz en vérité. Ça va être, ça devrait être enfin, filmé en forme de documentaire. C'est quoi documentaire? Je connais C'est pas. un format, c'est-à-dire c'est un film qui est tourné c'est une fiction qui est tournée comme une réalité. D'accord. Voilà. Et après, ça sera au spectateur de laisser libre son imagination. OK. Ça, vous le faites en production, genre entre vous, vous faites plus avec Netflix? Là, non, bah là, c'est en ce moment, c'est à l'écriture, mais il y a des producteurs. Voilà, c'est pas encore fait, mais ça, D'accord. je pense qu'un jour, ça sortira. Ouais. OK. Hem, est-ce que donc l'écriture, tu y as pris goût, tu as fait un livre, Mhm. est-ce que tu y as pris vraiment goût? De façon, pourquoi pas demain à faire un autre bouquin, d'écrire des chroniques? En tout cas, est-ce que la plume, ça t'intéresserait d'aller un peu plus loin là-dessus? Ou c'était, voilà, il fallait le faire, le livre, tu l'as fait, maintenant on passe à planter l'arbre, et on passe à autre Non, chose? j'aime bien l'écriture. Là, je prépare un autre spectacle que je vais écrire moi-même sur les femmes, sur toutes les rencontres féminines que j'ai eues depuis la sortie de documentaire Netflix. Parce que ça aussi, ça a un peu bouleversé ma vie, les rencontres, parce que malheureusement, ça m'a coûté un divorce. Donc, je me suis Ah oui, retrouvé parce que pardon, sur le OK, marché des faut célibataires. voilà, donc en fait, tu n'es plus avec la femme avec qui tu étais à Absolument. l'époque. Ça fait partie des dommages collatéraux, ça aussi. Donc aujourd'hui, tu es célibataire? Là, je suis plus marié, D'accord. mais Donc tu oui, as j'ai eu des enchaîné privés. quelques relations, on peut dire, depuis? Voilà, j'ai enchaîné des relations qui ont été attirées par cette histoire, on va dire la vérité, par la lumière, Bien par sûr. l'argent, certainement, ou pas, qu'il y a quelque part, qui reste quelque part ou pas. Mmh. Donc ça effectivement, ça a ramené beaucoup, beaucoup de monde. Et là, j'ai effectivement rencontré un tas de filles assez, assez particulières les unes des autres. Et là, je suis en train d'écrire là-dessus. Ouais. Alors donc c'est parfait parce que pour le coup, ça m'amène au prochain sujet qui est donc le one man show. En mai 2023, tu montes sur scène à l'Apollo Théâtre, qui est un théâtre qui est connu pour, voilà, accueillir des humoristes. J'ai été 2-3 fois d'ailleurs là-bas et c'est plutôt cool. Non, Heu, excuse-moi, c'était en octobre 2022. Je m'en d'accord, souviens très bien parce que j'ai arrêté mes représentations suite au décès de ma mère, qui est décédée le 16 novembre 2022. d'accord. Alors écoute, OK, bah, merci de la correction, mais c'est vrai que sur le site, où on pouvait réserver, il y avait écrit mai 2023. Non, parce qu'il y a eu après Tu as peut-être fait j'ai un fait après, ouais. ouais, OK, Voilà. OK, OK, très bien. Et donc tu montes sur scène et tu fais un one man show. Le titre, c'est Grégory Zawi, l'arnaque du siècle. Bon, OK. Heu, là aussi, est-ce que tu prends goût là, bah, tu viens de me répondre en disant que tu es en train d'écrire, autre chose. Hem et finalement, ça a été quoi les retours, je sais pas, est-ce que les spectateurs sont venus te voir à la fin, ils t'ont dit bravo? C'est dur de dire bravo à quelqu'un qui vient t'expliquer qu'il a, fait une escroquerie ou est-ce que les gens, ils passent au-dessus et en vrai, ils s'amusent parce que c'est bien écrit ou parce que c'est bien joué et cetera? Bah, ils apprennent surtout des choses. Ils apprennent des choses et puis surtout ce qu'on faisait, c'est qu'à la fin du spectacle, on laissait un quart d'heure, à peu près un quart d'heure, 20 minutes aux gens, où c'était un peu en mode conférence et les gens, ils pouvaient poser toutes les questions qu'ils voulaient. Mmh, c'est cool ça. Voilà, ça plaisait beaucoup parce que je répondais à tout, là, comme Tu je te fait combien réponds. de dates pour voir enfin, ça a été quoi le rythme? Je jouais tous les mardis. Pendant combien de temps? J'ai dû À peu faire près? ça, je sais pas, une dizaine de fois peut-être, OK. peut-être un peu moins. Et tu fais ça le comble à chaque fois? Ça marche Non, bien? au Il y a de début, la demande? non, non, en toute honnêteté, au début, oui. Et après, mais
j'ai pas eu aussi. Non, au début, oui, j'étais comble. Et à la fin, puis après, j'ai arrêté quand ma mère est décédée. J'ai pas eu de promotion. C'est-à-dire que j'ai eu un 66 minutes d'M6 qui a été tourné pendant les répétitions, tout ça, qui devait sortir au même moment. Et M6 l'a sorti après quand j'avais arrêté. Ok. Ce qui est con, quoi, mais bon. Bah ouais, c'est con. Ok. Mais t'as kiffé l'expérience. Ouais, ouais, d'être sur scène, ouais, j'ai bien aimé ça. J'avais le trac à chaque fois, bien évidemment. J'ai pas honte de le dire. Mais c'était une très bonne expérience, ouais. Et donc là, donc tu disais donc que tu écris donc un nouveau spectacle. Ça va être aussi un one man show, un spectacle d'humour. Ouais, là, ça sera plutôt drôle, ouais. Enfin, Ouais. là, dans le bien, c'était un fond de drame, si tu veux, parce qu'il y avait le début flamboyant, toute la réussite de ce projet, et puis après, tout ce que ça a coûté. Je raconte à cœur ouvert exactement tout ce qui s'est passé. Ouais. Alors que là, ça va être vraiment, vraiment humour. Ouais, là, c'est plutôt ouais, parce que les femmes que j'ai sélectionnées, elles avaient une sacrée personnalité assez drôle. Ouais. Ok, ok, ok. Et ça devrait sortir quand à peu près? Ou non, t'es vraiment au début de l'écriture ou Non, 2000? je suis au début de l'écriture, puis j'ai d'autres trucs entre-temps aussi là, qui doivent sortir. Donc, mais ça, c'est un truc que j'ai envie de faire, parce qu'à chaque fois que je raconte mes histoires, les gens, ils sont morts de rire. Et Et c'est des histoires vraies, c'est du allez, vécu, quoi. ouais. C'est Ok. des vraies histoires, c'est des vrais personnages qui existent. Et t'écris seul ou t'es accompagné avec quelqu'un je sais pas, un pro de l'humour ou du one man ou quelqu'un qui Alors, peut le t'aider? spectacle, le premier spectacle, je l'ai écrit avec une femme qui s'appelle Pascal Nemery, ou Memery, je ne me rappelle plus son nom de famille, je ne veux pas l'écorcher. J'ai été mis en scène par Papy, Alain Dejoie, qui était le premier metteur en scène de Jamel Debbouze, un monsieur extraordinaire qui, à l'Académie française, à la Comédie Française, pardon, aujourd'hui, avec qui j'ai eu. Et puis moi, j'avais un grand complexe vis-à-vis de lui, c'est que je ne me trouvais pas légitime. À chaque fois qu'on faisait les répétitions, je lui disais, j'étais très gêné, je lui dis, écoute, papy, il y a des gens qui ont un tas de talents, qui ont fait des écoles d'art dramatique, des trucs, et ils n'ont pas ma chance quoi, que j'ai aujourd'hui d'être sur scène seul et tout. Est-ce que tu penses que je suis légitime? Il m'a dit, oui, oui, tu es complètement légitime, il n'y a aucun problème. Il faisait tout pour me rassurer, il était, je pense, sincère, mais moi, j'avais vraiment un complexe par rapport à ça. Ouais. Et là, Hmm. aujourd'hui, je ne l'ai plus, par contre. Ouais, bah, de toute façon, t'es légitime à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'une personne qui vient te voir, en vrai. Chacun fait comme il veut. Bah, moi, je me suis permis d'écrire artiste sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Instagram, le jour où le producteur il m'a fait signer un contrat d'artiste. Je lui dis, m'a dit oui, bah, il s'appelle comme ça, tu vas monter sur scène, tu vas raconter ta Même, vie. même, même l'écriture, la littérature, c'est un art aussi, je crois, non? Ouais, ouais, mais pour moi, je trouve que c'est Ouais, fort, quoi, dire je suis artiste. ouais. Et il m'a dit non, tu peux le mettre. Après, il Donc y a là, aussi des mauvais artistes, hein. Tu peux avoir le titre et être bon et être moins ouais, bon. c'est vrai, ouais, non, Non, mais tu vois, absolument. Ouais. je pense que la légitimité, elle vient de celui qui paye. Parce que pour moi, le talent, c'est quelque chose que quelqu'un paye pour voir. Bon, bah, si t'as ne serait-ce qu'une personne qui a payé pour venir te voir, ben voilà, c'est bon, hein. Bah, il y en a, ouais, C'est il y en a la pas salle, mal, hein. ouais. Puis il y en a qui m'écrivent, qui veulent des conseils, qui veulent, ouais, j'en ai vu un. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. Ok, alors on va passer à la. Il nous reste à peu près 20 minutes. On est bien au niveau du timing, je suis très content. D'accord. On va parler politique un peu. Alors, moi, dans mes heures perdues, moi, je suis un crack de crypto. C'est là où j'ai fait quasiment toute ma carrière depuis quelques années. Mais en parallèle, je suis un gros, gros, gros passionné de politique, de géopolitique, etc. J'ai appris, je l'avais pas vu à l'époque, mais j'ai appris là en m'intéressant à toi récemment que tu t'étais présenté, enfin, que tu avais voulu te présenter. Non, je me suis présenté. Tu t'es présenté, la précision est importante, aux élections législatives Mhm. l'année dernière. Donc on rappelle le contexte, hein. Le gouvernement, donc la majorité, perd les élections européennes. Euh, Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale, un peu à la surprise de tout le monde, hein. Et là, on a 3 semaines pour. Non, non, c'était avant. C'était les législatives Ok, de l'après-deuxième mandat de Macron. ok. Donc on est en 2022, pas en 2023. Exactement. On Ce qui dit s'est des passé, c'est bêtises. qu'il Ok. y a eu 3 circonscriptions qui ont été invalidées pour des raisons, Ah, peu ok, importe. d'accord. Donc, il y a eu, Donc c'est c'était en en. mars-avril, c'est ça. Ouais. Exactement. Il y a eu 3 circonscriptions. Il y a eu la C'est deuxième. bon. Ok. Voilà. Oubliez tout le contexte que je viens de donner qui n'est pas le Mm. bon. Donc on revient. Donc les élections, donc on est en mars-avril, c'est ça?
Donc des élections qui sont refaites à la suite d'un Pour 3 circonscriptions, voilà, mais c'est des circonscriptions des Français de l'étranger. Il y a voilà. la deuxième c'est l'Amérique du Sud. Il y a la huitième, c'est celle où il y avait Meir Habib à l'époque, où il y a Israël, l'Italie, la Grèce, Malte. Et la neuvième c'est l'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie et l'Afrique de l'Ouest. C'est 16 pays. Et au départ, je me suis dit, ouais, j'ai plus de followers que Meir Habib, peut-être je vais aller sur la huitième. Il y a un tas de gens qui m'ont dit, laisse tomber, t'as aucune chance, Meir Habib, il est indéboulonnable en Israël, machin et tout, va pas là-bas. Après, je me suis dit, bon, moi, mes parents, ils sont d'où? Mon père est né en Algérie, ma mère en Tunisie, je suis d'Afrique du Nord, j'ai plein de copains musulmans, tout ça, j'ai pas de problème avec eux, je vais aller sur la neuvième. Maintenant, je fais ça, j'ai pas de parti politique. Donc j'y vais tout seul, j'ai un trésorier, parce que c'est quand on décide de se présenter, il faut un suppléant, c'était une femme, une jeune femme, une suppléante, et un trésorier. Je dépose mon dossier au ministère de l'Intérieur, il est validé, donc tout est bon. Maintenant, il faut réunir de l'argent. On n'a pas le droit de mettre ses fonds propres, c'est interdit, j'en avais pas spécialement. J'ai pas de parti politique, donc je décide de faire une cagnotte. Litchi. Je fais cette cagnotte Litchi en expliquant mon programme, tout ça, ce que je vais faire. Et il y a des personnes qui commencent à donner de l'argent. Et il y a des gens sur les réseaux sociaux qui écrivent à Litchi en disant que j'étais un escroc, que je vais voler l'argent. Donc ma cagnotte a été bloquée. J'avais 0 budget. Et ça, tu t'y attendais pas? Non, je ne m'y attendais pas. Non, vraiment, ça a été une surprise, une mauvaise surprise pour le coup. Bah oui, parce que moi, je faisais ça honnêtement, quoi. J'avais pas de mauvaises intentions Ouais. du tout. Vous savez, moi, la différence que je disais aux gens, ça les faisait marrer, mais c'est vrai. Je leur disais, moi, je suis un peu comme le saumon. Je remonte la rivière à contre-courant. C'est-à-dire qu'en politique, on a souvent vu des gens, malheureusement, qui commencent propres, on les voit à la télé, ils sont bien habillés, et puis quelques années après, on les retrouve impliqués dans des affaires de favoritisme, d'emploi fictif, enfin un tas de trucs, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai dit, mais moi, les conneries, je les ai déjà faites. Le blanchiment, je l'ai fait, l'escroquerie, je l'ai fait, enfin toutes ces conneries-là, je les ai déjà faites. Je ne vais pas retourner, ça y est, j'ai payé ma dette, j'étais en Ouais. prison, je sais ce que c'est. Donc aujourd'hui, moi, je fais le chemin inverse de ces gens-là. Donc ce que je disais, ça parlait à des gens, ça avait du sens. Ouais. Et j'étais très sincère en le disant. Parce que bon, j'allais pas m'enrichir à nouveau en faisant de la politique, j'avais beaucoup de choses à dire. Alors, Et justement, tu te présentes sous la, entre guillemets, la bannière d'un parti de pragmatique. C'est le terme que tu utilises. En ça, c'est plus quoi, récemment. C'est plus récemment. Non, quand je me suis présenté, il n'y avait rien. ok. Mais là, plus récemment, j'ai dit si je dois monter un parti, ouais, je l'appellerai comme ça, les pragmatiques, absolument. Enfin, au-delà même du terme, du nom que tu pourrais déposer, le parti des pragmatiques, mais je parle de l'idée en tout cas. Mhm. L'idée avec laquelle tu te présentes à l'époque, c'est de dire ni gauche ni droite, ni extrême gauche ni extrême droite, Encore moins, oui. mais du pragmatisme. Ma Voilà. question, et là on va rentrer un peu justement dans tes idées, dans tes positions, en quoi les partis existants, on va en prendre, voilà, on prend les plus connus, hein, ne sont pas pragmatiques, selon toi. Et pourquoi est-ce que toi, à l'époque, tu pensais sur quel sujet, peut-être tu aurais pu être davantage pragmatique? Bah, pour moi, du pragmatisme, on peut en trouver dans tous les sujets de société. Par exemple, voilà un sujet que je connais bien, puisque j'ai passé des années, les prisons. Moi, j'ai une idée, enfin, je sais comment on peut faire pour continuer à incarcérer les gens qui le méritent, qui font des conneries, tout en vidant les prisons telles qu'elles le sont aujourd'hui. J'ai quelque chose mais vraiment, hein, c'est-à-dire que si on m'écoute, c'est-à-dire si le ministre actuel il met en pratique ce que j'ai à lui dire, on va laisser beaucoup de place se libérer et on va permettre de pouvoir incarcérer Il faut les gens quoi? qui font. Un nouveau Covid? Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est Non, quelque mais chose je dis ça en pratique. rigolant puisque Je peux pas le dire, j'ai pas envie qu'on me vole l'idée, je veux la garder un peu pour moi. OK, Mais OK. j'ai une Parce solution. que là, Voilà, un autre truc, concrètement, Pardon? sur les prisons, certains diront qu'il faut virer, enfin, il faut expulser les
criminels, enfin en tout cas les prisonniers qui sont d'origine étrangère. D'autres qui disent que il faut, la prison doit rester la dernière solution et donc il faut aménager toutes les peines qu'ils peuvent l'être. D'autres encore diront, j'aime bien cette idée moi, de dire que la criminalité financière, est-ce qu'on a vraiment besoin de les mettre en prison? Ah bah Préférons écoute, plutôt garder voilà. la prison pour les crimes de sang, des personnes qui font vraiment genre du mal, etc. Donc il y a déjà ces idées, elles existent sur la place politique. Mais toi, tu en as d'autres. Oui, Ok. voilà. Et je les renvoie pas dans leur pays tout de suite. Ils font leur peine. Ceux D'ailleurs, c'est qui la sont loi en... aujourd'hui. Tu Je leur fais fais faire la leur peine, peine dans le mais pays dans lequel tu as fait ton crime. C'est le cas aujourd'hui. voilà, moi, je leur fais faire leur peine. Donc, mais j'ai une solution, mais Bon, tu veux pas dire, alors c'est concret. avançons, mais Voilà, prenons un autre sujet où tu un autre voudrais sujet, plus voilà, de la pragmatisme. sécurité sociale, les médicaments. Oui, Bon, ça t'est déjà arrivé d'être malade, d'avoir une angine, d'aller acheter des antibiotiques. On te prescrit des antibiotiques pour 8 jours, à raison de 2 le matin, 2 le soir, ça fait 4 par jour, multiplié par 8, ça fait un certain nombre. Maintenant, on te donne 2 boîtes, et il y a un surplus de à peu près 20 ou 30%. D'accord? Moi, je suis pour, comme ils le font dans les pays anglo, comme c'est le cas aux États-Unis, comme en Angleterre, je l'ai vu, de donner la posologie, que le pharmacien fasse vraiment son travail. Tu es malade 8 jours, tu dois prendre 4 cachets par jour, on te donne ta posologie pour 8 jours. Tu comprends? Ça, multiplié par le nombre de maladies qu'il y a tous les jours, à la fin de l'année, c'est des milliards d'économies. Seulement, le problème, c'est que tu as des partis politiques qui sont tenus par des laboratoires pharmaceutiques, parce que c'est des marchés énormes. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ces gens-là. Moi, ils ne me donnent pas à manger. Moi, il n'y a personne qui va m'acheter aujourd'hui. Tu comprends? Bon, c'est un exemple ouais, parmi tant d'autres. je vois. Maintenant, Ça me rappelle, la fraude, moi j'en connais un rayon sur la fraude. Il y a un tas de moyens de l'éviter. Moi, de courir après les voleurs, les mettre en prison, quand on arrive au stade où on doit courir après les gens, pour les juger, les condamner, les mettre en prison, c'est qu'on a déjà perdu. On s'est déjà fait voler, c'est fini, c'est trop tard. Donc là, on est dans la phase vengeance, réparation, justice soit faite. Non, non, moi, je pense qu'il faut travailler en amont dans la prévention de tout. Et il y a un tas de choses à faire dans la prévention pour éviter plein de tu fraudes. crois qu'un jour il y aura un. Est-ce que tu crois qu'un jour. Moi, je pense qu'aux États-Unis, ce serait possible avec un Trump. Est-ce que tu penses qu'en France, un jour, on aura un homme politique ou un parti qui aura le courage, parce qu'il faut quand même des. Voilà, je dis, faut des couilles quand même, pour dire voilà, moi, je prends en conseiller spécial à la fraude Grégory Zawi. Non, en France, non. Ils sont trop, c'est des coqs, les Français, ils sont trop orgueilleux, pas du tout. Les Américains, oui. De toute façon, les meilleurs serruriers sont les anciens cambrioleurs. Non, mais. Tu vois, Non, ça mais revient à ça. Mais il si, faudrait un courage politique. Alors, je tu vois, regarde, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, il y a pas longtemps, il y a eu des crises dans les Antilles, en Martinique et Ouais. compagnie. OK? Moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années avec ces pays, enfin, la finance, donc j'avais des sociétés offshore. J'ai été résident suisse pendant pas mal d'années, donc je connais très bien ça. Euh, les Anglais, est-ce qu'on est plus con que les Anglais en France? Moi, sincèrement, je ne pense pas. D'accord? Les Anglais, ils ont des îles, les fameuses îles anglo-normandes. On a même à côté de Saint-Malo, à quelques miles de Saint-Malo, ils en ont fait de toutes leurs îles des paradis fiscaux où tu as des capitaux du monde entier qui viennent investir, il y a des banques qui sont venues d'investissement et des compagnies qui permettent à ces îles de vivre et de générer beaucoup d'argent. Mais nous, on a les plus On belles appelle îles du les îles monde. Vierges, Les notamment. îles, les BVI, les îles britanniques, Jersey, Guernesey, il y en a plein, ils en ont plein. Nous, en France, on a un tas d'îles comme ça, où il ne se passe pas grand-chose, à part la culture de la canne à sucre et des bananes. Ok, j'ai rien contre ça, mais je pense qu'on pourrait développer et faire de la concurrence à ces pays-là et d'en faire des centres financiers attractifs. D'être une île où on paye pas d'impôts ou très faiblement. Ça ne veut pas dire qu'on va faire du blanchiment, pas du tout. À partir du moment où il y a une régulation, où c'est contrôlé. Mais au moins, ça permettrait d'attirer des capitaux et cet argent-là de Il s'en y a déjà servir. aujourd'hui, enfin moi, mon frère, par exemple, est à Saint-Martin. Oui. Euh, et pour le coup, Il y a, là-bas, il a
il a des conditions fiscales, mais d'ailleurs, je crois que c'est pareil en Martinique et en Guadeloupe. Tu as un abattement sur ton impôt sur le revenu de 40%. Donc, il y a quand même des avantages fiscaux là-bas. Alors, c'est pas du zéro impôt, comme tu peux trouver effectivement dans certains paradis fiscaux, mais il y a déjà un effort là-dessus. Mais en tout cas, je te Non, rejoins. non, moi je suis pour faire de la vraie concurrence aux paradis Ouais, mais fiscaux. dans ce cas-là, il faut zéro, quoi. Ouais. Voilà, un vrai truc, Ouais. à l'anglo-saxonne. Je leur ferai la guerre. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas Non, mais c'est faire comme intéressant. eux. Et Ouais. ça ouvrirait des perspectives, ça développerait le tourisme, mais ça ferait. Mais non, mais parce qu'en France, dès qu'on parle de zéro impôt, on dirait un crime. On dirait que c'est un crime. Mais moi je suis pas pour qu'on paye pas d'impôts, mais au moins ces endroits-là, ces îles-là, qui ne font plus que coûter que rapporter, que ça devienne l'inverse, qu'elles rapportent plutôt qu'elles coûtent. Mmh. Ouais, alors justement, donc, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais cette carrière politique a été finalement avortée assez rapidement. Eh, vous Est-ce que voulez que je vous fasse marrer? Vous savez que moi j'ai eu une voix? dis-nous? 9. 9? Je crois que j'ai lu ça. Ouais, c'est ça. Vous voyez? Non, mais déjà, c'est mieux que rien, déjà. Oui, Non, non, mais c'est bon, il s'est rien passé, quoi. non, mais alors justement, donc je disais, est-ce que ça t'a voilà, ça a tiré un trait et au final, tu sais que tu as pas le profil et que ça marchera pas? Ou au fond de toi, au contraire, tu lâches pas cette idée-là et tu vas, voilà, faire le Non, alors nécessaire? je vais te dire sincèrement, alors Ouais, oh c'est qu'après, vraiment? c'est après qu'il m'est venu l'idée de créer ce parti, de créer un parti des pragmatiques. J'en ai parlé à Marco, pour tout te dire, parce que je me suis dit que sa popularité, elle pourra me servir. Et il est chaud bouillant pour le faire. Mais là, tu là, toi qui essayes de redorer un peu ton image et de devenir un citoyen qui s'implique dans la vie de la cité, qui fait des choses, bien, normales et cetera et là, donc t'associer avec Marco Mouli, avec son image sulfureuse. Toi, tu penses que, ouais, calcul positif, tu penses? Oui, je pense que la popularité qu'il a, elle permettra de rassembler beaucoup de gens. Et après, moi, j'envoie mes idées. Et lui aussi, il en a. Il ne faut pas croire. Même si il a une façon de s'exprimer qui est J'ai la dit sous le sienne. fou et j'ai pas dit bête, hein, attention, Voilà, hein. non, alors Marco, il est tout sauf bête. Euh, je pense. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai fait on a créé le compte Instagram à l'époque, il y a eu des gens qui se sont manifestés, qui voulaient participer, et tout ça. Et j'ai aussi d'autres. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le On a vrai un ennemi de la problème de République, c'est la LFI. C'est excuse-moi, en les. fait, la connexion a coupé et en fait, Pardon? je t'ai récupéré au mot LFI et Oui, tu non, commences à me donner plus, plus ça je disais, m'intéresse. non, je disais pour moi, je pense que les vrais ennemis de la République, c'est la LFI. Le Rassemblement national, aujourd'hui, c'est un parti qui est hyper édulcoré, mais je ne lui fais absolument pas Alors, confiance. attends, tu sais quoi? Va pas plus loin parce que c'est la partie qui vient juste maintenant. D'accord. On va Ok. parler un peu politique parce que j'ai suivi un peu ce que tu postes sur Twitter, dans lequel tu es assez actif pour le coup. Et tu postes sur plein de sujets qui t'intéressent, du Mm. conflit israélo-palestinien, à l'arrestation de Boualem Samsal, à des déclarations de la France insoumise. Et le Rassemblement national prend cher aussi de temps en temps. Donc voilà, il y a un peu tout qui y passe. Alors j'ai plein de petites questions. La première, c'est justement, selon toi, LFI, Rassemblement national, selon toi, c'est quoi voilà, le vrai danger pour la France aujourd'hui en 2024? Si tu dois choisir. Alors, le Rassemblement national, pour moi, ils sont totalement incompétents. C'est une coquille vide. C'est un décor de cinéma, de théâtre où derrière, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, je pense que c'est le summum de l'incompétence, de ce qu'on peut avoir. Bon, ils ont des rhizomes quand même qui sont Ils ont des quoi, pardon? des racines. Les D'accord. racines du parti sont quand même assez nauséabondes, on va dire. Il ne faut pas se cacher. Moi, avec eux, enfin, l'extrême droite ou l'extrême gauche, pour moi, je dis toujours, c'est un peu la même merde, quoi. Donc moi, les deux ne me conviennent absolument pas. Euh, Moi, je vais raconter mon expérience personnelle. En 2007, j'avais voté Sarkozy. J'ai été incarcéré en 2009. Et ce que j'ai vécu, la misère humaine que j'ai pu voir en détention, m'a fait changer un peu de vision de l'humanité des gens. Et en 2012, j'ai voté Hollande. Et j'étais très content de l'avoir fait.
Aujourd'hui, même Hollande m'a profondément déçu parce que quand on a vu ce qui s'est passé aux législatives, moi aujourd'hui, je me retrouve dans aucun parti. Vous voyez, c'est ni Macron, ni le Parti socialiste. Il y en a peut-être deux ou trois qui ont été assez courageux, comme Gage, enfin, vraiment, on les compte sur les doigts d'une main, comme Drey, mais en vrai, j'ai l'impression qu'ils ont tous Moi, je trahi. t'ai écouté là pendant 1 heure et demie presque, et j'ai retrouvé deux, trois fois des phrases qu'a prononcé Éric Zemmour ou qu'il aurait pu prononcer. Je me trompe ou pas? Je sais pas, j'aime pas Éric Zemmour. Ok. Donc, Enfin, ses idées, tout ça, moi, c'est pas du tout. Pour moi, c'est l'extrême droite, Éric Zemmour. Éric ok. Zemmour qui, enfin, toutes enfin, même s'il est érudit, enfin, mais bon, non, je n'aime pas. Ok. Je pense pas que ce soit la Donc, solution, ce qu'il propose. Rassemblement national, donc incompétent. Oui, LFI, tu disais juste avant, dangereux. très dangereux, les filles. Très, très dangereux. C'est l'ennemi de la République. C'est vraiment, c'est l'ennemi de l'intérieur aujourd'hui. Ce sont des gens. Il y a aussi beaucoup d'incompétence chez eux. Quand on voit de l'OGU, enfin, ils en tiennent une couche. Mais il y a des gens chez eux intelligents, dangereux, oui, bien sûr. Ok. C'est un vrai danger, hein. Et donc, alors, bon, bah, PS, tout ça, aujourd'hui, c'est soit rien, soit La NUPES. déception totale. Voilà, ouais. Alors, aujourd'hui, donc tu dis, je me reconnais nulle part, mais quand même, il y a soit Macron qui fait un peu du en même temps, soit on a la droite qui est torturée entre Macron et le RN, puisqu'il y a eu un schisme hein, là récemment. Euh, Si tu devais choisir Ok. l'abstention Ah, ou... moi, au deuxième tour, je me suis abstenu là pour les législatives. Ok, J'ai fait un vote blanc. d'accord. J'ai fait un vote blanc parce que il y a personne pour moi, qui méritait ma voix. Ouais. D'ailleurs, j'ai même dans le bulletin, j'ai mis mon nom d'ailleurs. Ah ouais? Voilà. Tu as eu une voix. Moi, je pense que vraiment, si je devais voter, je voterais que pour moi et mes idées Ouais. aujourd'hui. Et- Pardon? Non, rien, j'ai dit ok. Non, voilà, c'est tout. Mais non, non, pour moi, on est très mal géré, on manque de pragmatisme dans tous les domaines aujourd'hui. Ça part dans tous les sens. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, hein. Alors, donc ça y est, on arrive à la fin de l'émission et j'ai pour toi trois dernières questions, mais c'est toi qui vas choisir à laquelle tu veux. Alors, trois sujets et tu vas choisir lequel t'intéresse. Et puis, ce sera la dernière question de l'émission. Il y a trois sujets. Le premier, c'est l'écologie. Le deuxième, c'est les crypto-monnaies, évidemment. Et le troisième, c'est l'immigration. Voilà, des sujets de société, on va dire, plutôt d'actualité, on peut dire, avec ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump et le Bitcoin, l'écologie, bon, bah, voilà, je crois qu'on n'a pas besoin de contextualiser, et l'immigration, évidemment, sujet dont on entend parler évidemment tout le temps. Quel est le sujet voilà, qui peut-être sur lequel tu as envie qu'on papote un peu pendant 3-4 minutes? L'écologie, moi, je suis climato-sceptique. Euh, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges. C'est un grand bluff. Mais je pense l'immigration. Ouais. Ouais. Ok, bon, bah, Sans faire du RN ou du Zemmour ou du. non, mais moi, je vais te. Voilà, la question, alors, c'est une question un peu qu'on entend partout, mais ça va nous ouvrir la discussion. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, l'immigration est une chance pour la France? Comme on l'entend de certains côtés, et au contraire, comme c'est complètement dénoncé de l'autre. C'est Bah, quoi aujourd'hui, la France, l'Europe, comme on en parlait tout à l'heure, la libre circulation des marchandises et des personnes, et des depuis capitaux? qu'elle a ouvert l'espace Schengen, aujourd'hui, tu expulses quelqu'un de France, quelle que soit sa nationalité, il est expulsé de France. Il a un jugement, un OQTF français. La Belgique, il peut vivre en Belgique, en Espagne, en Italie, au Luxembourg. Rien ne l'empêche. Les frontières sont ouvertes, il revient. Donc je pense que l'espace Schengen aujourd'hui ouvert, c'est pas une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut que la France retrouve ses frontières. Ce qui se passe, le flux migratoire qu'il y a là, qui vient d'Afrique, en fait, c'est géré par des mafias qui vendent cette prestation de service, tout simplement. Et ils la vendent très cher. Donc, quand vous prenez un bateau et vous mettez dessus X milliers de gens qui ont payé chacun plusieurs milliers d'euros pour faire la traversée de l'Atlantique et de la Méditerranée pour se retrouver en Europe,
c'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent que ça génère. Et malheureusement, ces gens-là, on ne peut pas les accueillir. Là, on sature. Moi, je suis pour, comme font les États-Unis, parce que j'ai fait, moi, des visas pour devenir résident américain, de faire une immigration sélectionnée, avec, Choisi, comme voilà, au avec des Canada, quotas, comme avec des en Australie. obligations, avec un projet. Les Américains font ça très très bien, et je pense qu'il faudrait appliquer quelque chose de similaire. Au Danemark aussi, et pour devenir citoyen, résident danois, il y a un tas de choses à faire. Il faut Ça a beaucoup connaître. changé, hein, au Danemark. Ouais. Et pourtant, c'est des gens très ouverts, très sociaux, hein, les Ah bah, Danois. c'est Hein. des c'est le au gouvernement, comment on appelle ça? Des démocrates socialistes, Mais au sociaux-démocrates, Danemark, au, sociaux-démocrates. au Danemark, dans ces pays-là, vous avez une crevaison, vous crevez les pneus de votre voiture, vous allez voir l'assistante sociale, j'ai crevé les pneus, ils vous font un chèque. Ouais, non, mais c'est vrai que ce pays, en fait, mais comme d'autres, hein, la Suède aussi, ont mené des politiques qui étaient ultra pro-immigration pendant des années. Et en fait, ils sont en train de revenir petit à petit là-dessus parce qu'ils se rendent compte que ça pose un certain nombre de problèmes. Bah, Par contre, moi j'ai vu, moi, en prison, voilà, on revient à ça, moi j'ai vu pendant des mois et des années, en prison, j'ai vu des gens qui parlaient même pas le français, et toute la journée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient au médical. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient au médical? Ils se faisaient des lunettes, ils refaisaient leurs dents, ils faisaient même de la kinésithérapie. Ils allaient se faire masser parce qu'ils disaient qu'ils avaient mal au dos. Tu vois, moi, c'est ce type-là là, de détenus qui ne parlent pas le français, qui servent à rien, quoi, en fait. Ils sont là, ils coûtent 100 balles par jour quand tu les mets en prison. Je les mettrais ailleurs. Mais sans, en respectant les droits de l'homme, attention, hein, oui, parce sans que là, non, mais c'est important, c'est on pas. entend, non, parce qu'on comprend Bagne, on comprend, voilà, Pas du évidemment. tout, pas du tout. Non, non, c'est dans le respect des droits de l'homme, Ok. et j'ai une idée très précise là-dessus, comment il faut faire. Bon, en tout cas, ok. Donc effectivement, immigration choisie et ouais, ouais, en gros, on a compris cela très bien. Eh bien, écoute, Grégory, merci beaucoup pour Est-ce cette. que j'ai quelques une minute ou deux pour ajouter un truc? En vrai, moi, ça va, je suis tranquille. Donc vas-y, prends ton Non, temps. voilà. Moi, Avec plaisir. je vais lancer un programme en début d'année sur une chaîne YouTube qui va s'appeler Rédemption. Je reviens à ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que moi, je me suis aperçu à tort et à raison que toute la journée, les gens malveillants me ramènent toujours à ce que j'ai fait. Et ça s'est amplifié le phénomène depuis le 7 octobre 2023. Ta gueule, dès que je parle d'un sujet n'importe lequel sur Twitter, ta gueule, escroc, rend l'argent, voleur, machin, tout ça. Bon, ça y est, j'ai compris. Ça sert à rien. Tous ceux qui m'écoutent, qui continuent à le faire, ça sert strictement à rien. Ça ne va pas se passer comme ça de toutes les manières. Donc, parti de là, moi j'ai une idée. Je me suis dit, bah, en France, en fait, on a beau avoir payé sa dette à la société, être en rédemption, mais pour les autres, on ne l'est pas. Et pourquoi on doit continuer à payer, être surcondamné par rapport à ce qu'on a fait? Donc l'idée m'est venue, ça serait, mon programme, ça va être un échange, un podcast, avec des gens plus ou moins connus, notamment des gens de la politique, des artistes, qui ont été condamnés comme moi définitivement à de la prison. Et d'échanger avec eux, leur poser des questions qui font du bien, des questions qui vont faire mal, et à travers cet échange-là, d'échanger sur la prison, comment ils l'ont vécu, comment ça a fonctionné, comment ils ont vécu aussi leur rapport à la justice, avec les avocats, enfin toutes ces choses-là que moi je connais parfaitement, pour essayer les gens, les quelques gens qui verront ce programme, qui puissent voir les choses, nous voir un peu différemment, de montrer qu'on a été capable de passer à autre chose et qu'on ne peut pas continuer à nous condamner éternellement, quoi. C'est pas possible. Ben, Ça va écoute, s'appeler Rédemption. mais je pense que ça va marcher parce que J'espère. je crois pas que ça existe un format dédié à cela. Non. Je sais pas. En tout cas, on a vu effectivement des interviews vérité de personnes justement qui ont fait des choses pas bien et qui aujourd'hui, et en général, ça marche bien parce que bah, on aime croire que bah, on peut changer, etc. Donc, trop cool. Franchement, j'aime bien l'idée. Je regarderai. Voilà. Et puis, Et, non, mais surtout, c'est que c'est pas un journaliste qui pose les questions. Un journaliste, il a jamais été en prison, ou s'il y a été, il a été pour filmer quelques heures. C'est à moi, les yeux dans les yeux, si je dois être en face de quelqu'un comme Balkany, ou d'ailleurs il était en prison à la même période que moi,
ou je sais pas moi, un acteur comme Sami Nassiri, on va se comprendre, on a vécu les mêmes choses, on va parler des mêmes Ouais. choses. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non, Ou mais c'est obligé. bien. Franchement, Voilà. j'aime l'idée. Je regarderai dans tous les cas le premier numéro. Et je pense qu'effectivement, alors, tu pourras pas empêcher les rends l'argent, ta gueule et tout ça, parce qu'en Non, bien vrai, sûr que non, bien sûr ça que fait non. partie du jeu. Et Mm. puis, si c'est pas ça, c'est autre chose, hein, de toute façon. Donc, part du principe que les réseaux sociaux, c'est ça aussi. Mais effectivement, je pense que ça peut être cool. Donc, bah, bonne chance pour cette initiative. Je te remercie encore une fois. Merci de votre accueil. Ce soir, c'était vraiment cool. J'ai passé un bon moment. On a posé toutes les questions. Merci d'avoir répondu à tout. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur YouTube, mais également sur l'ensemble des plateformes de podcast audio. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Appoint où je recevrai une coach pour avocats. Alors, mon ami avocat reviendra pour m'aider à mener cette interview, mais je pense qu'on va apprendre pas mal de choses sur comment un avocat au quotidien a besoin aussi d'être un peu boosté. Ben moi, j'ai piloté toutes mes défenses, hein. Ouais, 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 mais tu sais Ouais. quoi, ça m'étonne pas. Moi qui ai pu accompagner des potes qui ont eu affaire avec la justice, et quand je te dis accompagner, c'est que je les aidais à la stratégie, rédiger les arrêts, parce qu'un avocat, soit ça coûte beaucoup trop cher, soit il comprend pas aussi bien l'affaire que toi. Donc je vois exactement ce que tu veux dire. Ah, j'ai fait ça, moi je relisais les conclusions avant qu'il les dépose, je les corrigeais, tout ça. Voilà. Ouais, Et mon livre de chevet en prison, c'était le code de procédure pénale. OK. Très bien. Bon, bah, en tout cas, merci encore, Gué